Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Vous l'avez remarqué, la musique du générique n'est pas la même, j'en profite d'ailleurs pour remercier Kevin Morel qui est l'auteur de ce mix, mais vous l'imaginez sûrement, il y a une raison derrière cela. En effet, cet épisode est un peu spécial puisque c'est le premier d'une mini-série composée de 3 parties, intitulée Morex & Co. Aujourd'hui, pour ouvrir le bal de cette trilogie, j'ai le plaisir de recevoir Simon Bouvier et Kevin Morel, cofondateurs de Morex Custom House. Ils nous racontent les univers bien différents dans lesquels ils ont grandi, celui de Kevin rythmé par les bruits de moteur, les sports extrêmes, notamment la motocross, et les quelques petits séjours aux urgences lorsqu'une cascade sur les tremplins qu'il fabriquait avec ses frères tournait mal. Et celle de Simon, loin du côté casse-cou, mais baignant plutôt très jeune dans l'entrepreneuriat, même si la moto n'était pas très loin puisqu'il a débuté la pratique de l'enduro à l'adolescence. À travers cet épisode, ils nous relatent leurs expériences mécaniques diverses, jusqu'à leur rencontre après leur séjour balinais respectifs. Morex Custom existait déjà en tant que projet familial, celui de la famille Morel, mais à cette époque-là, il n'avait pas encore l'ampleur qu'on lui connaît désormais. Alors que Kevin et ses frères Alan et Johan aident Simon à réaliser son rêve de participer à la mythique course de l'Enduropal du Touquet, après moult péripéties et la naissance d'une amitié fraternelle en chemin, c'est Simon qui pousse ensuite Kevin à son tour et devient le maillon qui lui manquait pour donner naissance à ce lieu, la Morex Custom House, matérialisant leur style de vie entre surf, moto, voyage, musique et mode. Vous pourrez d'ailleurs découvrir cet univers plus en détail à travers leurs vidéos que je vous mettrai en lien et que je vous recommande vivement de regarder pour le plaisir des yeux. Bref, c'est avant tout le parcours de 2 passionnés qui rêvaient de vivre de leur lifestyle et devinez quoi, ils sont bien partis pour. Ah oui, j'allais oublier, il y a quelques petits prérequis avant l'écoute de cet épisode. Vous entendrez plusieurs fois le terme de shaper pour décrire leur pote Edouard. Il faut comprendre par là une personne qui conçoit et construit les planches de surf. Préparez-vous aussi une petite valise car vous risquez d'avoir envie de découvrir le monde après cet épisode. Ceci dit, c'est toujours un peu plus compliqué avec le contexte actuel. Dernier petit détail, vous entendrez en fond sonore les bruits d'une cuisine en pleine effervescence. Il faut dire qu'on a enregistré cet épisode lors d'un service du midi, à emporter bien sûr. D'ailleurs pour les Rennais, je ne peux que vous conseiller la cuisine de chez Morex Custom House parce qu'elle est vraiment délicieuse. Vous retrouverez toutes les automobiles, les motos et les références auxquelles Kevin et Simon font allusion sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vous souhaite un bon épisode. Salut les gars. Salut, ça va? Salut Yann, ça va? Super. Je suis ravi de vous accueillir dans la boîte à gants. Enfin, même si on est plus chez vous en fait, chez Morex Custom House, avec toute votre équipe. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu en 2 mots pour les gens qui ne vous connaissent pas? Ok, Simon, tu commences? Bah écoute, Simon Bouvier, associé de Kevin sur ce projet, co-gérant, voilà, tout simplement, surfeur, passionné de moto, d'aventure, de voyage, etc. Donc, et aujourd'hui sur ce joli projet qui est Morex. Moi, Kevin Morel, le deuxième de la fratrie, et voilà, co-gérant avec Simon sur Morex House et fondateur entre autres de Morex Custom, la marque. Justement, on va revenir un petit peu sur l'origine de ce projet parce que c'est avant tout la passion qui est derrière ce projet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu et expliquer à nos auditeurs votre enfance, comment en fait la moto, parce qu'on parle de moto, mais de manière générale les sports mécaniques ont eu une influence? Alors ça part de tout petit parce que la moto c'est mon père qui m'a fait grandir avec une moto, donc ça part de 4 ou 5 ans. On a toujours grandi avec une moto dans le garage, que ce soit mon frère Alan ou moi. Ensuite, enfin les sports mécaniques en soi ont toujours été présents, donc c'est même aujourd'hui quoi, 30 ans après si tu veux, ça fait partie de notre vie au quotidien. Donc on a commencé petite Piwi 50, Piwi 80 dans un champ avec mon papa derrière en train de me courir après pour apprendre au départ avec des roulettes puis sans roulettes et puis voilà
comme je dirais tout le monde, quoi. Comme tout le monde, mais comme tu dis, tu baignes là-dedans depuis tout petit. Ton père a eu un rôle vachement important là-dessus? Ouais, mon père a eu un rôle là-dedans. Alors, il est passionné de mécanique et il est aussi pilote sur le Paris-Dakar. Il a été pilote sur le Paris-Dakar. Il a commencé comme mécanicien, si tu veux, il y a quelques années. Ensuite, il a eu le rêve de le faire en moto. Donc, moi, quand j'étais petit, je l'ai toujours vu partir en moto. Donc je le suivais sur le Dakar à la télé tout le mois de janvier. Et donc, c'est pour ça que je suis baigné dedans depuis tout petit. C'était notre quotidien de le suivre un petit peu. Et ouais, c'est parti de là, ouais. Donc t'as fait de la moto avant même de savoir marcher finalement, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, c'est à peu près ça. Et toi, Simon, comment ça se passe un peu justement cette approche par rapport à la moto, au sport mécanique? Alors moi, c'est complètement différent de l'histoire de Kevin. Moi, j'ai commencé la moto beaucoup plus tard. J'ai commencé, je me souviens, en volant la moto de mon père qui avait une Honda Shadow 125 à 15-16 ans, emmener les copains derrière à faire des tours dans la ville. Ensuite, j'ai eu un scooter, après un petit Dax 125, là c'était assez sympa. Et après, je me suis mis en enduro avec Michel, qui est aujourd'hui un de nos associés ici sur la structure. Et de fil en aiguille, bah voilà. Après, j'ai rencontré Kev et on a fait de la compétition, notamment de la moto dans le sable. On reviendra si tu veux à tous ces événements-là. Pour rester un peu dans l'enfance, c'est quoi, Kevin, parce que c'est plus toi qui as fait, on va dire, des conneries, si on peut appeler ça comme ça, mécaniques. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs avec tes frères? Ah, mes premiers souvenirs avec mes frères, je pense que c'était les tremplins qu'on fabriquait dans le champ de mon père. Donc c'est des tremplins qu'on utilisait autant en vélo qu'en moto, et c'était le concours de celui qui allait sauter le plus loin, le plus haut. Donc forcément, ça se résume par nombreuses fractures. Je crois que la première, je devais avoir 7 ou 8 ans. C'était un petit peu ça. Alors ma mère, quand elle nous voyait faire ça, elle pétait des câbles, total. Mon père rigolait, mais un peu fier quand même de voir ses fils faire des conneries. Là, mon petit frère n'était pas né encore, hein, tu vois, on a 7 ans d'écart. T'as 2 frères, hein, c'est ça? Ouais, j'ai 2 frères, un grand frère Alan, 3 ans de plus, et un petit frère, donc Johan, qui a 7 ans de moins. Et puis bah là, Simon, mon le troisième frère, n'était pas, je le connaissais pas encore. Mais ouais. donc si tu veux, ouais, c'était concours de casse-cou, quoi. Donc c'était en permanence ça, que ce soit en vélo ou en moto. Alors plus vélo, c'était plus facile. La moto, il fallait que mon papa soit là le dimanche, qu'il ait le temps parce qu'il travaillait. Mais voilà, c'était concours de la connerie, ouais. Surtout que vous aviez énormément de terrain de jeu, parce que ton père avait construit aussi un circuit de karts. Ouais, c'est ça. Avec son frère, ils avaient acheté un champ quelques années, je pense une dizaine d'années avant ma naissance. Ils ont construit un circuit de cross-car folk-car, pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, nous, on a grandi, je dirais, au rythme des cross-cars qu'ils organisaient. Ensuite, j'avais peut-être à peu près 10 ans. Ils ont fait la première piste de karting. Donc j'ai mis les fesses dans mon karting, dans le premier karting. J'avais, ouais, c'est ça, une dizaine d'années, donc j'ai été bercé par circuit, moto, tremplin et cascade. Voilà. Et à ce moment-là, c'est quoi ton rêve un petit peu? Tu veux devenir pilote? Ah ouais, mon rêve, c'était quand j'étais petit, karting, je disais je voulais être pilote de F1, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas accessible pour moi. Alors pourquoi, je sais pas, maintenant après coup je me dis mince, mais en fait si je m'étais rendu compte que mes parents m'ont vite indiqué en fait que l'argent, voilà, ça tombait pas des fenêtres, que si je voulais un vélo, fallait que je lave des voitures, si je voulais un karting, il fallait que tous les mercredis, plutôt qu'aller à l'école, que j'aide mon papa à l'atelier. Donc si tu veux, j'ai vite vu que voilà, pour changer un train de pneus sur mon karting, il fallait que je fasse ça. Donc je me suis rendu compte que voilà, être pilote de F1, il fallait aussi avoir des moyens, et ça je m'en suis rendu compte très très vite. Donc je me suis ouvert sur pas mal de choses, et notamment la moto, parce qu'il y avait des week-ends je voulais pas faire de karting, et j'avais la possibilité de faire de la moto. Je piquais celle de mon frère et tout. Donc voilà, mais mon rêve, ouais, c'était pilote sans vraiment y croire, mais j'avais cette passion du dimanche matin où je pensais qu'à ça, d'aller rouler avec mon père et mes frères, quoi. Ouais, t'as eu ton premier enduro à quel âge? Vers 14 ans, quelque chose comme ça? J'ai eu mon premier enduro, ma première motocross. C'était pas une enduro, c'était une moto de cross, pour ceux qui font la différence, mais c'était une 80 CR Honda, forcément. Je devais avoir 12 ans. Ouais, mon frère avait lui sa 125 KTM, j'étais un peu jaloux. Ça allait plus vite. Et en plus, il y avait déjà cet esprit de rivalité avec ton frère. C'était toujours la compète, quoi. Ouais, dès le début. Je pense que dès que j'ai pu marcher, je voulais courir plus vite que lui. Et lui, il voulait me faire tomber. Donc non, il y a eu une compète, mais c'était ça qui nous a
qui nous a poussé, qui nous fait devenir ce qu'on est aujourd'hui, c'est cet esprit de compétition, rivalité, mais toujours bon enfant. On s'est jamais tiré dans les pattes avec mon frère, et que ce soit plus tard, on le verra sans doute, mais sur la partie professionnelle aujourd'hui, on est complémentaires dans plein de choses, et je pense que ça vient de notre éducation de base qui a été la confrontation, mais dans les respects de l'art. Et puis ton frère a fait, enfin on en parlera parce qu'on va faire un épisode sur tous les membres un peu de cette famille, de cette fratrie, mais voilà, ça va être long. De ce projet Morex. Parce qu'il a fait le Dakar, ton frère aussi. Ouais, mon frère a fait le Dakar en 2006. En 2006 avec mon papa. Moi, j'avais pas l'âge. Et quel dommage. Mais ouais, il l'a fait. Hein, et je suis très fier de lui. Et un jour, tu le feras aussi. Ouais, bah je l'ai fait en tant que copilote en camion. Malheureusement, le camion est cassé. Je n'ai pas fini ce Dakar, mais c'est un de mes projets. Voilà, je veux pas trop en parler parce que c'est un peu ambitieux de faire le Dakar aujourd'hui. C'est devenu très dur, mais c'est un de mes rêves, ouais, que j'ai toujours en tête. Non, je trouve ça super d'avoir. On a un troisième invité qui vient de se joindre à nous. C'est un petit chien. Jenny. Qui nous regarde. Une colorette. Avec une petite colorette. Très sympa, effectivement. Ouais, c'est la mascotte de Morex. On prendra des photos, Alpha. Elle nous fait bien rire, en tout cas. Ah oui, bah moi aussi, elle fait bien rire. Simon, toi, à ce moment-là, donc tu disais, en fait, dans ta famille, la moto, les sports mécaniques, c'était pas forcément quelque chose de très présent. Pas du tout. Mes parents sont pas du tout sport mécanique, mon papa n'est pas casse-cou, ma maman non plus. Moi, je suis tout l'inverse. Je suis plutôt casse-cou. Le sport mécanique, ça m'a attiré. Et, tu t'es mis vers quel âge à peu près ? Je me suis mis vers 17-18 ans. À faire de l'enduro en tant qu'amateur et à partir sur la semaine en Auvergne ou des choses comme ça en montagne avec une dizaine de copains et là j'ai découvert un sport, mais c'était toujours à titre amateur et on prenait beaucoup de plaisir, ouais. Donc toi plus à titre amateur, et toi Kevin, tu commences la compétition là dont on en parlait avec ton frère. Moi je commence la compétition assez tard. Je devais avoir quel âge? Alors j'ai fait des premiers petits enduros où j'avais 15-16 ans, mais ouais, ma première vraie compétition c'était en supermotard. Okay. Pourquoi supermotard? Parce que c'était un mix entre le karting et la moto, et le fait d'avoir la piste de karting pour s'entraîner et le terrain de motocross, en fait, je trouvais les deux, les trajectoires du karting et le pilotage de la moto, et en termes de budget aussi, c'était moins cher parce que tu pouvais acheter une moto stock, et franchement, si tu avais les bras, les couilles, tu pouvais être devant rapidement. Donc j'ai commencé à 16-17 ans, première année de championnat. Donc là on est en quelle année à peu près? Alors 16 ans. 2015. Ouais, un truc comme ça, ouais, 2015, bah oui. Oui, 2015. Okay. Non, je suis pas né en 2000. Attends, mais t'as quel âge? Mais non, j'ai 30 ans. T'as 30 ans? Oui. Oui, non, c'est pas 2015 alors. Non, pas 2015, 2005 alors. Oui, je pense, c'est ça. C'est logique. 2005, bah oui, 2005. Ah la vache, le temps il passe vite en fait. Ah oui, tu te fais vieux, mon Kevin. Ouais, 2005, merde. Oh putain. Ok, 2005, ouais, Challenge-One, super motard, et là je rencontre pas mal de personnes qui m'ont aidé à me lancer dans le supermotard avec mon frère Alan, et on devient très vite pilote pour la marque Usaberg, qui à l'époque était indépendante de KTM. Donc on a roulé en open pour commencer la première année, puis en 2006 du coup, on est parti directement en championnat de France avec tous les pilotes qu'on connaît encore aujourd'hui, tels que les frères Chambon. Et qui nous passait très fort d'ailleurs, mais ouais, plein de souvenirs avec des grands pilotes qui ont marqué l'histoire du supermotard à cette époque-là. C'est un des frères Chambon justement qui t'avait blessé sur une course, non? C'est l'inverse, c'est Alan qui blesse Alan qui blesse Stéphane Chambon sur l'indoor de Tours. Ouais, au départ ils s'accrochent tous les deux et ils se fracassent le genou, Stéphane. Il faut dire que c'était quand même c'est un sport physique, hein, c'est-à-dire qu'il y a du contact. Ouais, bah le sport mécanique, la moto en particulier, c'est vrai que c'est assez physique, il faut de l'engagement. Si, moi je me rappelle d'une chute assez sévère de Pidou qui est connu aussi par tout le monde.
Lui, c'était à l'Alpe d'Huez, guidon d'or, donc il manquait un peu de pilote, donc ils ont mis 2-3 jeunes dans la catégorie guidon d'or pour le spectacle. Et moi, je jouais un peu avec lui. En fait, j'avais pas capté du tout que le mec était carrément plus expérimenté que moi. Il m'a fait un bloc pass de l'espace et j'ai pas fini la course, quoi. Et là, j'ai fait ok, d'accord, les vieux là, t'inquiète, ils sont encore là, quoi. Et Simon, toi à ce moment-là, tu fais du sport aussi en compétition? C'est quoi un peu qu'est-ce qui rythme ta vie? Alors moi, si tu veux, oui, je fais du sport en compétition. Non, je fais du sport, mais pas en compétition. Je fais du sport qui a rien à voir. Alors si, toujours de l'enduro, si tu veux, mais à côté de ça, je faisais du sport d'équipe, je faisais du rugby, tu vois. Donc et beaucoup de surf. Moi, le surf depuis mes 12 ans, je suis passionné par ça. Donc j'allais surfer avec mes copains sur Quiberon, souvent dans le sud-ouest aussi. Et mais par contre, j'avais et je l'ai toujours, cet esprit de compétition. Je me souviens que le karting, je suis passionné de karting également, et je suis parti faire les 24 heures du Mans du karting là sur le circuit d'Alain Prost. Je me souviens de ça, c'est une expérience et une aventure incroyable. Et donc voilà, ce qui rythmait mon quotidien, c'était un petit peu de sport mécanique avec le karting, l'enduro, et puis des sports d'équipe, quoi, avec le rugby. Et en grandissant, qu'est-ce qui t'intéresse, donc tu parles de la moto, etc. Mais je sais que tu as eu très vite une âme d'entrepreneur. Oui. Comment ça se passe un peu pour toi? Alors si tu veux, moi j'ai toujours été baigné dans ce milieu un petit peu entrepreneurial. Mon papa a différentes sociétés. J'ai été très curieux, je suis très curieux, donc je me suis intéressé à tout ce qu'il a fait, et j'ai toujours voulu qu'il soit fier de moi. Donc j'ai décidé, je crois que c'est en 2014 ou 2015, de vivre une aventure aux États-Unis, donc à Los Angeles, pour monter une boulangerie avec mon cousin. Donc j'ai passé 2 ans à monter ce projet, et on avait trouvé un associé américain, on vivait la vie californienne. Donc la première chose que j'ai fait en arrivant là-bas, c'est acheter une planche de surf, tu vois. Donc on avait une très belle vie, j'allais surfer tous les jours, etc. Et puis on avait trouvé un local, un associé, et à la fin de cette aventure, on n'a pas réussi à avoir nos visas. Donc pour moi, ça a été la douche froide, un coup très très dur, ouais. Parce que j'ai vraiment passé 2 ans de ma vie à monter ce projet, et ça j'allais y arriver, quoi. Mais on reviendra, si tu veux, à la revanche que tu as pu prendre justement sur ce projet. Toi, Kevin, on va faire on va accélérer un peu dans le temps. Tu te retrouves à partir à Bali? Ouais, exact. Donc pendant à peu près les mêmes années ou pas? Un peu, ouais, c'est à peu près les mêmes années, parce que c'était à la fin de ma 2e saison de Supermotard, où en parallèle de cette saison-là, je travaillais avec mon frère dans la négoce automobile, donc je vendais des voitures, et j'avais envie de faire un break en fait sur ma carrière. Morex n'existait pas du tout à ce moment-là. Alors Morex n'existait, si, ça existait, mais on l'avait pas appelé Morex encore. Okay. C'est que en parallèle encore, donc il y a 3 parallèles. Il y a les Supermotards, la compétition de moto, l'entreprise avec mon frère où on importe des voitures et qu'on les vend, et j'avais mon sous-sol où je fabriquais mes motos, je bricolais mes trucs. Alors ça a commencé par les scooters quand j'avais 14 ans, les boosters, ouais, le stunt avec la face BCD, tu vois. Et donc ça a commencé par ça, et j'avais donc, tu vois, Morex c'était là, mais je le savais pas. Et le déclic en fait, il est à Bali, exactement. Bali, je me suis dit allez, vas-y, je fais un break sur ça. J'avais besoin de prendre un petit peu de la hauteur sur ce que je faisais. J'avais envie de voir ailleurs, forcément. C'était l'apparition des réseaux sociaux et tout, donc ça y est, Internet c'était bien présent. J'avais envie de voyager, de voir un petit peu, et je faisais du bodyboard et pas de surf à l'époque, contrairement à Simon. Je pars à Bali. Et à Bali, je vis une expérience incroyable, perso, si tu veux, et surf tous les jours. Et là, il y avait une vibe très moto custom à Bali, et notamment le Deus Temple de Canggu, que nombreuses personnes connaissent. Ouais, je pense que Deus, ça parle pas beaucoup de monde. Ouais, je pense que ça parle. Et si tu veux, ça a été une source d'inspiration. Et je me suis dit, mais putain, c'est exactement moi, c'est pas ça, mais le customisation de moto c'était mon truc, le surf c'était mon truc, le lifestyle c'était exactement celui que je kiffais à Bali, et je me suis dit mais putain, c'est un petit peu mon quotidien en Normandie, sauf qu'il n'y a pas le soleil, quoi, mais il y a un vrai truc avec eux, il y a une vraie vibe, je kiffe bien et tout, et ils organisent au bout de 3 mois là-bas, ils organisent une compétition, cette compétition là c'était Deus Lightober, et je m'inscris à cette compète. Et j'ai le chien qui gratte à côté. Excusez-nous, mais là, en fait, si vous voulez, il y a le chien à côté qui est en train de se battre avec un cousin.
Il vient de gagner le combat apparemment. Là. Ouais, c'est bon, Par c'est KO. calmé. donc ouais, Slighttober, ça parle aussi à pas mal de monde chez Daewoo, je pense. Du coup, je décide de m'inscrire à cette course. Première épreuve, c'est un flat track, donc Mais c'est différentes épreuves, c'est ça? C'est différentes épreuves. On a le flat track, une compétition de surf, et après le Moto X qui est purement le motocross. Donc tu peux expliquer un peu ce que c'est le flat track pour les flat track, c'est une course sur un cercle en fait, sans boss, ça tourne que à gauche et un rond, et on tourne en rond avec un départ arrêté quoi. Et donc je décide de m'inscrire à cette course là, et je loue une moto, une 125 4 temps, non 254 temps, des motos qui n'existent pas déjà en Europe, avec c'est une chinoiserie hein, clairement. La moto, je fais bon, vas-y on y va quoi. Et je m'inscris à cette course et je gagne la première épreuve de flat track, donc c'était pas haute compétition, on est quand même à Bali en 2016 ou 2015. Donc du coup la deuxième épreuve, les gars de chez Daewoo me disent vas-y inscris-toi au surf. Moi ça faisait 2 mois que je faisais du surf dans mon jardin, en face de moi j'avais des surfeurs pros, donc j'enfile le t-shirt bleu, à côté Harrison j'enfile le t-shirt rouge, et c'était Zai ou je sais plus qui avait le t-shirt vert, et on se met à l'eau. Déjà j'arrive pas à passer la barre des vagues, bon j'arrive à m'en sortir quand même, j'arrive à aller derrière, je prends une vague, je me foire total, je remonte au pic, j'y vais, et là les deux gars rigolent et se disent vas-y on va l'aider, donc ils viennent à côté de moi et puis ils me poussent sur la vague, et du coup je pars, je me mets debout, ça y est ça part, je fais quelques petits turns et tout, et après impossible de remonter, c'était trop gros, bref tout le monde rigole forcément à côté d'eux, donc je passe pas le premier tour. Ils te surnommaient comment là-bas? Il me French Frog, c'était ça, donc je sais pas pourquoi il parle. Une grenouille qui galère dans l'eau, c'est quand même drôle. Ouais, tiens, bizarre. Et donc je pense que le stéréotype français était très présent à Bali, un bouffeur de grenouilles. Surtout qu'on se faisait la remarque, mais aucun de nous trois a déjà mangé des grenouilles, en fait, des cuisses de grenouilles. Jamais. Non, jamais. C'est jamais fou en fait. Non, mais bon, c'est vrai que c'est nul comme surnom, ouais. Comme surnom, ouais. Bref, donc le lendemain, Moto X, là c'est un peu plus mon truc. Donc je reprends ma petite 254 temps Kawasaki, mais Kawasaka, je pense. Contrefaçon, je sais pas. Et je m'achète un casque, méga important, la sécurité, le casque pour moi c'est voilà. Et je demande aussi à Arthur de chez Daewoo s'il peut pas me prêter une paire de bottes. Donc il me trouve une paire de bottes en 48, je fais du 42, donc nickel. Impeccable. Oh, je loupe pas un rapport. Oh t'inquiète, la pédale de frein elle est toujours là. Donc j'y vais, je me lance, et puis première manche, deuxième manche, je remporte plus ou moins chacune des épreuves, et je me retrouve forcément à la fin, à la finale américaine. Pour la faire courte, en fait on est 7 à partir, et à chaque tour il y en a un qui est éliminé. Et on refait un départ à chaque fois. Donc je me retrouve en finale totale contre Harrison. Non, pas Harrison, Forrest, un Américain qui, lui, par contre, avait une moto de cross, une 450 Honda à sa moto, et moi j'étais avec ma merde. Et puis ouais. Et donc il y a Daré, il me semble, c'est ça son nom, je sais plus, qui vient me voir et qui me dit écoute, tu peux pas rivaliser avec ta moto, prends une de mes motos. Donc là je fais ça y est, trop bien, une vraie moto. Putain, ça faisait 6 mois que j'avais pas conduit une vraie moto. Donc le départ, ça se passe super bien, on enchaîne les bosses, on en rajoute un peu pour le public, un peu de spectacle. Il était au-dessus de moi. Tu veux dire au niveau des sauts, etc. Au niveau des sauts, ouais, c'était un vrai terrain de motocross. Hein. Je savais pas qu'à Bali, ils étaient, on pouvait voir des vrais circuits comme ça. Donc si tu veux, je prends pas de risque, parce que les hôpitaux là-bas c'était pas ça, et j'étais habitué des blessures, je sais ce que c'est, donc oui, t'avais une carte de fidélité finalement. Ouais, pas à Bali du coup. Oui, pas à Bali, non. Pas encore. Et donc non, j'y vais mollo, et si tu veux on fait plus de spectacle qu'autre chose. Il remporte cette finale là, et le soir c'est la fête, et voilà, et là je tombe complètement amoureux de ce pays, l'Indonésie, du lifestyle. Et là, dans ma tête, l'idée d'aller plus loin dans mon idée, de continuer à construire des motos, de ramener le surf un petit peu, de pouvoir surfer en Normandie, mûri pleinement. Et au bout de 6 mois, je rentre en France avec plein d'idées dans la tête, plein de soleil, plein d'aventures, et plein de nouvelles rencontres aussi. Je suis tombé sur ce que ce voyage-là m'a aussi permis de rencontrer plein de personnes, même que ce soit des Français ou des Mexicains ou ce qu'on veut. Donc voilà, je suis revenu de ce voyage changé, ouais, quelqu'un d'autre, et j'étais beaucoup plus attentif à
à ce côté aventure que freeride, on va dire, que réellement la compétition que j'avais connue avec mes frères et dans lequel j'étais plongé depuis quelques années. Donc nouvel homme après ce voyage. Là devient l'idée en fait de structurer un projet autour de ce lifestyle, autour de la moto, autour de... Voilà. Je me dis mais vas-y, vivons de nos passions. J'adorais mon métier je le pratique encore, de vendre des voitures, super. Mais voilà, j'avais besoin de plus, j'avais besoin de voyage, j'avais besoin de liberté et de faire découvrir aussi l'expérience que j'avais eue avec le monde qui m'entoure, avec mes potes. D'abord, ça a commencé par mes potes. Alors, je parlais même à mes frères. Alan n'était pas venu avec moi, on s'était quittés. Mon petit frère aussi, donc je lui dis ah putain mais les frères, il y a une vraie vie ailleurs. Deus c'était aussi une grosse inspiration à ce moment-là. Deus c'était une grosse inspiration, bien sûr. Et quand je suis rentré en France, ils ont toujours été là, à me filer un petit coup de main, m'envoyer des t-shirts et tout. Donc je trouvais ça cool alors que c'était pas les mêmes personnes qui géraient la France et puis l'Australie que Bali. Donc si tu veux. T'avais pu rencontrer aussi le fondateur de Deus. Ouais, le fondateur de Deus qui avait une belle maison d'ailleurs. Comment il s'appelle déjà, je sais plus. Alors il y a Daré, mais le fondateur, je l'ai plus en tête son nom. Je voudrais pas dire de conneries, surtout ça. Je mettrai ça en commentaire, c'est pas grave. Ouais. Bref, et du coup, à la fin de ce Deus Lightober, il a organisé une méga soirée avec tout le monde qui a duré au moins 3 ou 4 jours et ça a fini en pool party, surfer, faire n'importe quoi et c'était une vraie famille quoi. Alors je cultivais mon anglais à l'époque, c'était compliqué, j'étais assez jeune. Mais non, ça a été extraordinaire. Ce voyage m'a changé. Donc, quand je suis rentré avec cette inspiration totale, je me suis dit en France, ça n'existe pas. Personne n'a trop ce lifestyle-là. La moto custom était pas du tout dans l'air du temps. Les réseaux sociaux, on n'en voyait pas. La connexion surf et moto, personne pouvait la faire, quoi. Alors que pour moi, quand je conduis une moto ou quand je suis sur ma planche de surf, si tu veux, j'ai la même adrénaline et cette même sensation de liberté, si tu veux, quand t'as pas de téléphone portable, t'as que le vent, t'as que la nature, t'es là, t'es avec ta moto, tu pilotes, tu regardes, c'est un moment un peu hors du temps, quoi. C'est comme une parenthèse, quoi. Hors du temps, tu vois, tu fais un break, quoi. C'est une escape, en fait, un petit peu pour moi. Le surf et la moto, je retrouve le même truc. Donc pour moi, c'est pas si différent, malgré que, bah oui, il y a un moteur et l'autre, c'est vraiment que tes bras pour avancer. Mais si tu veux, je me retrouve énormément dans ces deux hobbies. Clairement, c'est ça. Donc voilà, je veux continuer à pratiquer ce hobby en France. Et là, je m'aperçois qu'en fait, en Normandie, ça surfe. Et ouais, big up à Cioto, à Tainville, Siouville. Qui l'eût cru, ouais. Et puis en Bretagne aussi. Donc voilà. Donc moi, j'habite à Villedieu-les-Poils, la cité du cuivre. Donc la grande ville d'à côté, c'est Rennes, où tous mes potes faisaient ses études. Donc Rennes, il y avait Simon qui était là, mais je le connaissais pas encore. Parce qu'on est à Rennes aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a pas précisé. Ouais, on est à Rennes aujourd'hui. Donc si tu veux, tout autour de Rennes et de chez moi, il y a plein de spots. Personne ne sait. On pense que ça surfe que à Hossegor, que sur la côte atlantique, mais c'est faux. Donc je découvre une nouvelle région. J'apprends à connaître autour de chez moi tous ces spots-là et bon, par contre, je connaissais les terrains de motocross et donc voilà, je garde le lifestyle que j'avais à Bali. Je veux l'avoir à nouveau en France quand je rentre et c'est ça qui m'anime encore aujourd'hui, si tu veux. Et c'est là où se crée Morex. Morex, c'est quoi un peu l'origine du nom ou même le concept derrière Morex? Alors le concept Morex, si tu veux, le nom déjà Morex, ça vient de mon nom de famille c'est Morel et donc il y a deux choses que j'aime, c'est la moto, la customisation de moto, mais j'adore la musique aussi. Et je vais à cette époque-là, un peu plus tard, j'avais 18 ans, donc je commençais à fréquenter les clubs techno, notamment le Rex Club à Paris. Et pareil, la même chose, je voulais que mes potes découvrent le Rex Club en Normandie, donc dans mon sous-sol où je faisais mes motos aussi, j'avais acheté un sound system de fou et j'avais fait venir des DJ et on organisait des grosses soirées dans le sous-sol. Et mes potes me disaient, tiens, c'est marrant, on a l'impression d'être au Rex Club, mais chez les Morel. On va appeler ça le Morex. Donc on est parti là-dessus, on a appelé ça les Morex Club, quoi. Le Morex Club, c'est parti de là. Et je faisais aussi mes motos dans cette même pièce. Et quand j'ai sorti ma première Harley, qui est là d'ailleurs, qui est là, ouais, un 1340, elle avait pas encore de nom et mes potes me disent mais comment tu vas l'appeler ta moto, c'est quoi la marque de ta moto? Bah je fais c'est une Harley, mais bon c'est un peu moi qui l'ai faite et mon pote me dit direct bah c'est une Morex. Bah ouais, une Morex Custom.
Et c'est parti de là, tout simplement. Et à partir de là, c'est là qu'est né Morex Custom en 2017, on va dire à peu près. Le nom est sorti à cette date-là, malgré que ça faisait 2 ans que je bossais dessus. Donc voilà, l'origine de Morex, ça vient de Morel et Rex Club pour le nom. Tes premiers clients, en fait, c'était les gens qui venaient justement, tes potes en soirée, en fait. Ouais, mes potes en soirée, ouais, c'était ça. Alors, le truc, c'est que tout était gratuit. Le but, c'était de faire ces soirées-là où les gens venaient chez moi, si tu veux. Moi, j'avais 2-3 potes, je les mettais en tant que serveur et pour cleaner un petit peu. Et je leur disais, vous déposez votre bouteille avec votre nom dessus. Et puis, dès que vous voulez un verre, vous demandez au bar, on va vous servir. Donc tout était gratuit, les DJ venaient gratuitement, mais on faisait des soirées, on était 120, 130 facilement. Dehors, il y avait une rampe de lancement avec un bac à mousse dans le jardin, il y avait un trampoline. Voilà, le but c'était un show freestyle, BMX. Il n'y a pas de limite, quoi. Non, il n'y avait pas de limite, clairement pas. Sauf la fatigue à 6h du matin et le corps qui fracture de temps en temps parce que bien sûr, on a eu quelques souvenirs de pompiers qui sont arrivés. Pour rythmer un peu la soirée, quoi. Oui, bah, ça fait partie du jeu, mais avec une carte d'abonnement, c'était tranquille, quoi. Ils nous connaissaient. On parlait de Bali tout à l'heure, Simon. Toi aussi, t'es allé à Bali? Oui, moi j'ai été à Bali, ouais, exactement. Et justement, en fait, c'est un lien sur votre rencontre. On aurait pu se croiser là-bas, parce que je crois c'est possible que ce soit même la même année, on sait pas trop. Mais c'est vrai? Bah ouais. Peut-être, ouais. Ou alors, l'année où je suis rentré, c'est l'année où t'es parti. Mais on aurait pu se voir là-bas, je pense. Vous avez fait les mêmes coins là-bas? Ah bah ouais, quand tu pars surfer à Bali, tu fais souvent les mêmes coins, ouais. Tu fais Bali, tu fais Geropuk, tu fais... Canggu, Geropuk. Après, moi, je suis parti à Lombok aussi. T'as fait ouais, Lombok, c'est ça. toi? Par contre, je dis Geropuk, c'est Lombok. Voilà, Lombok. Lombok, ouais, c'est les îles à côté. Donc, quand tu surfes un petit peu, ouais, tu vas sur des spots mythiques que t'entends parler. Donc, ouais, on aurait pu se croiser là-bas, c'est sûr. Puis même... Et justement, quand tu rentres d'un voyage à Bali, vous vous rencontrez en soirée tous les deux, c'est ça? Exact, ouais. On se rencontre. On avait un ami en commun qui est Arnaud et il fêtait son anniversaire, à Rennes. Et on se connaissait pas du tout. Et moi, j'étais avec un de mes potes avec qui j'avais fait un surf trip justement à Bali et on racontait nos histoires. Et j'avais rencontré moi Alan et Johan, donc les frères de Kevin, quelques mois avant, enfin même bien avant, avec qui voilà le courant était tout de suite passé. Mais je connaissais pas du tout Kevin. Et voilà, on se rencontre à cette soirée-là et moi, je vois un surfeur arriver, un peu blond, bronzé et tout. Je fais, c'est quoi ce branleur? Bah oui, je raconte les exploits, etc. Enfin voilà. Ouais, et l'échange et le feeling, il passe direct. Quoi, ouais, il passe direct, ouais. Il passe direct. Autour de la moto et du surf. Alors d'abord autour du surf parce qu'on parle de beaucoup de surf avec. Bah ouais, notre point commun c'était le surf. Moi je savais même pas que tu pratiquais la moto et je pense pas que tu savais non plus parce que c'est vrai que le premier mot c'était surf quoi. Ouais, ça a été le surf, ouais. Donc on a commencé à se dire pourquoi on n'irait pas surfer ensemble, ça peut être assez sympa. Donc on s'est retrouvés, on allait dans des spots sur la Torche, dans le Finistère, Quiberon, on est même allé à Intaville et on partait souvent dans le sud-ouest tous les deux. Parce que on a un pote en commun qui est Edouard, qui est notre shaper aujourd'hui, et comme on adore le surf, on aime le surf, tu es obligé d'aller dans le sud-ouest quand même pour aller c'est surfer. la Mecque. Voilà, c'est un petit peu ouais, la c'est Mecque. ça. On se rend compte dans cette soirée, si tu veux, dès le week-end d'après, on avait déjà dit, vas-y, on va voir notre pote en commun. On savait même pas qu'on avait en commun, qui devient notre shaper. Et la semaine d'après, on est parti dans le sud-ouest ensemble surfer. Et ça a créé un lien direct, quoi. Complètement, assez fort, puisqu'en plus, si je me souviens bien, la veille, on avait fait la fête à Rennes, on n'avait pas trop dormi pour partir le lendemain sur Osgore. Ouais, je pense qu'on avait 1 heure de sommeil chacun de notre coin pour différentes raisons d'ailleurs qu'on ne dira pas. Mais ouais, donc le courant il est vraiment bien passé et puis moi j'ai appris après que Kevin faisait de la moto donc avec Alan et Johan. Et je leur ai proposé, je savais qu'ils allaient rouler donc en Normandie, je crois que c'était au Havre la première là fois. on était en hiver donc ouais je me souviens première fois qu'on roule c'était au Havre donc je dis à Simon écoute vas-y viens avec nous, il nous reste une place dans le camion, vas-y monte ta moto, on va rouler donc là c'est pas sur le circuit familial? Non l'hiver le circuit familial donc oui donc ça c'est une autre dimension de ma vie aussi, c'est que oui on a construit un circuit avec mon frère pour pouvoir s'entraîner en motocross, c'était plus simple, on a acheté un bout de champ. Bref donc là l'hiver non il est pas praticable donc on s'est dit il nous fallait du sable et nous à ce moment-là le sable c'est aussi une grande passion chez les Morel parce que mon père comme je te disais a fait le Dakar, Alan le Dakar et tout, sable ça parle beaucoup donc en moto du sable c'est une autre discipline donc on décide de s'entraîner
dans le sable. Et Simon... Donc là, si tu veux, donc je vais avec Kevin, Alan, Johan, ne connaissant pas du tout leur niveau, tu vois. Et moi, petit branleur que je suis... T'étais confiant, quoi. J'étais confiant, j'aime bien la compète et tout. Je dis, bon, allez, je vais leur montrer comment je roule et j'espère que voilà, ça va les impressionner, on verra ce que ça donne. Et là, donc, je les vois rouler, ils font un tour. Bon, bah, j'avais même peur de sortir ma moto et de leur montrer comment je roule, tu vois. Parce que je les vois faire des sauts énormes, faire des travers, c'est magnifique, quoi. Et là, je prends une claque, tu vois. Et là, je prends une claque, je fais waouh, il y a du niveau, tu vois. Et j'ai pas ma place, c'est pas possible. Et puis après, donc, s'en est suivi une très belle histoire, puisque un jour, j'allume ma télé et je regarde le Touquet, l'enduropale du Touquet. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le Touquet pour les gens qui connaissent pas? Le Touquet, c'est une course mythique qui existe depuis, Kevin, toi, tu sais peut-être un petit peu mieux que moi, 40 ans, non? Alors, j'ai vérifié depuis quand ça existe. C'est 75. Ouais, D'accord. bah voilà, j'allais dire 40 ans, moi. Ok. Et 78 pour le Dakar, donc, parce qu'on avait eu le débat. Ouais, voilà, exact. c'est ça, 78 sur la gare. Et c'est le fondateur de cette course-là, c'est... Ça, j'ai pas. Ouais, on va le retrouver. On fera une petite interview de pub pour vous donner Voilà, exactement. Et donc, si tu veux l'enduropale du Touquet, je crois que c'est la course sur sable la plus dure, si je dis pas de bêtises, Kevin, du monde, non, sur sable. Ouais, ça fait partie des courses les plus difficiles au monde de course de sable, ouais. Complètement. Et puis c'est mythique, l'enduropale. En du France, Touquet, ouais. Enfin, en Europe, tout le monde connaît, ouais. Et tout puis le monde connaît, ouais. tous les pilotes de Grand Prix qui viennent, et, ça passe sur France 3 depuis des années à la télé, ouais. Ouais, et puis ça brasse aussi bien des amateurs que des professionnels. Ben justement, c'est la particularité de cette course, c'est que il y a 1200 pilotes et il y a les professionnels, des très 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 bons pilotes sont mélangés avec des amateurs comme moi par exemple. Donc c'est pour ça que c'est une course mythique et qui est très très dure. Et donc si tu veux, je vois Kevin, les frérots faire l'enduropale du Touquet et parce qu'il l'avait déjà fait. Parce qu'il l'avait déjà fait, je crois que vous l'avez fait. Effectivement, ça faisait déjà hein. 3 fois qu'on le faisait en 250 cm3 avec mes frères. C'était ça, et c'est vrai que oui, dans nos entraînements, on s'entraînait justement pour le prochain Touquet, où on venait de le faire le Touquet. Il me semble que j'avais cassé le moteur d'ailleurs cette année-là, et oui, donc on était en mars. En mars, il nous restait presque une petite année pour s'entraîner pour le prochain Touquet. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai vu les gars faire le Touquet là en 2018, je connaissais cette course mais je me suis dit j'ai pas le niveau pour le faire et c'est un rêve, mais je vais pas pouvoir le faire. Voilà. Et puis ça paraissait inaccessible à ce moment-là. Ça paraissait inaccessible. Et quand j'ai vu les gars le faire, je dis bon, je vais leur demander, je vais leur parler un petit peu de mon rêve qui est de faire l'enduropale du Touquet. Et si tu veux, là, s'en est suivi quelque chose d'extraordinaire, puisque les gars m'ont pris sous leur aile, tous les trois. Et on a commencé, les trois frères, Johan, Kevin, Alan. On a commencé à s'entraîner très très dur. Comme tu dis, à partir du mois de mars, je crois, mars-avril. On a commencé à Beauchamp, donc chez vous, dans un premier temps. Vous m'avez appris à sauter, parce que moi je faisais de l'enduro, mais je faisais pas de saut. Donc là, ça a été quelque chose. J'ai quelques vidéos où il y a des chutes. Ce que tu m'expliquais, c'est que c'est un total réapprentissage de la moto, en fait. Complètement, parce que en fait, j'ai commencé. Alors, les gars, on allait s'entraîner à Beauchamp sur de la terre, et ensuite on est parti le week-end d'après à Loun Plage, qui est un terrain que de sable. Et donc là, je fais mes premiers mètres sur ma moto dans le sable, et là, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais pas rouler, Simon. T'as rien à faire là. Tu réapprends à rouler. La moto, tu lui dis d'aller à droite, elle va aller à gauche. Limite, c'était ça. Et j'ai pris des belles chutes, à faire des pas à l'avant, etc. Mais j'ai continué. Les gars m'ont dit mais non, c'est normal. Ça sert à rien d'aller vite. Tu vas pas vite. T'avais 3 coachs personnels, quoi. J'avais 3 coachs perso, ouais. Et ils ont été très 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 patients avec moi et si tu veux ils m'ont préparé ma moto. Enfin c'était, on est devenu, on a tissé un lien hyper étroit à partir des entraînements de sable. Ouais. Avec comme objectif de participer sans aucune prétention de résultat au Touquet de l'année d'après, quoi. C'est ça, le Touquet 2019, il me semble. Ouais, c'est ça. Touquet 2019. Donc si tu veux, moi et les années. Ouais, bon, on est 3 là-dessus. Ouais, bah pareil. Donc il y a eu, si tu veux, dans le CFS, le championnat de France des sables, il y a 6 courses et on termine par le Touquet. Ouais, l'idée c'était qu'en fait on te dise ok, tu fais le Touquet, mais pour faire le Touquet il faut une vraie préparation, donc, voilà. Donc tu te lèves le matin avec nous et tu fais la saison avec nous, donc tu prends une licence et go, on part, et tu fais tout le championnat, et tu fais le championnat avec nous. Tu te prépares exactement comme tu bois, tu dors morel. Non mais c'est ça, et puis t'étais déjà piqué, ça y est. Ouais. Au carré, hein.
Ah ouais. Donc fini les soirées, fini de rentrer à 7h du matin du délicat. Terminé. Mais bon, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de soucis pour ça parce que voilà, mon rêve et mon but ultime, c'était le Touquet. Donc on s'entraîne, on va à Loon Plage, on part dans le sud-ouest aussi s'entraîner parce qu'il y a quelques terrains. On en profite pour emmener les planches de surf avec Kevin, Alan. Et puis si on va pas s'entraîner en moto, bon bah on va se faire une session de surf et puis vice versa. Et au niveau surf, c'était toi qui donnais des leçons ou... Non, Kevin a un bon niveau aussi. Et, non. Par contre, voilà, on s'éclate, c'est la compétition. Tu sais, dès qu'on rentre faire une session, c'est vas-y, c'est parti, c'est la compétition. On s'éclate quoi. Ouais, non, en surf, t'es très bon, Simon. Faut... Non, tu peux pas dire merci, ça, c'est Simon. gentil. Et donc, si tu Qui veux... c'est qui a gagné dimanche? Bah moi, j'ai failli mourir, donc c'est du chiffre. J'ai failli laisser la vie. Moi, je suis en bonus, donc... Ouais, t'es en bonus. Non, c'est toi. Et donc, voilà, on s'entraîne. Et la première course arrive. La première course, c'est à Berck. C'est 4 fois 20 minutes. Enfin, 3 fois 20 minutes. Dans le nord, ouais. Et 40 000 personnes qui regardent. Bon, ok. Et si tu veux, je fais ma première course. Ma première course, c'est 20 minutes. J'arrive à terminer, mais je suis au bout de ma vie. Les bras tétanisés. Pareil, je me dis, mais je comprends pas, c'est pas le même sable qu'à Loon Plage, tu vois. Ils l'ont trafiqué, quoi. Ils l'ont trafiqué, et puis à Loon Plage, quand on s'entraîne, il y avait peut-être 20 personnes. Là, on devait être 500, donc le terrain, il bouge très rapidement, les ornières, elles se creusent à une vitesse folle, et puis les bras, ils se tétanisent, quoi. Et donc, je termine tant bien que mal cette course. Je dis aux gars, wow, les gars, putain, j'ai pas le niveau, quoi. Pourtant, c'est pas dans ma nature d'abandonner. Et donc ensuite arrivent les qualifications pour la finale. Ouais, les qualifs du samedi, ouais, donc il y a une qualif qui te permet de rouler le dimanche, soit en finale or avec les pros, soit en finale argent avec les amateurs. Donc là, on est le samedi soir avant de la qualif, quoi. Mm-hmm. Et donc, si tu veux, j'enchaîne sur la deuxième course le lendemain. Et pareil, bras tétanisés, mais avec la course de la veille, j'ai été exténué et donc j'abandonne presque, tu vois. Enfin, j'abandonne, je me mets sur le côté, je dis, ouais, je peux plus. Quand ton corps il répond plus, tu peux plus. Donc Kevin, t'as le moral dans les chaussettes. Ouais, le moral dans les chaussettes, ouais. Ouais, je dis, putain, pourquoi j'ai fait tant d'efforts pour ce résultat? Mais je dis, c'est pas récompensé, quoi. Bon, et puis je rentre, donc la course se termine, je rentre à la petite maison qu'on avait louée là, et je vois Kevin et je lui dis, Kevin, j'y arrive pas, quoi. Non, puis moi le truc c'est que je t'avais vu sur le bord de la piste, parce qu'on roulait pas dans la même série, et je le vois arrêter sur le bord de la route, je fais merde, il a un moteur cassé, il s'est cassé le bras, je sais pas moi, il peut plus rouler, quoi. Il se passe un truc physiquement ou la mécanique, c'est pas possible. Il a arrêté. Ouais, c'était les deux seules options pour toi. Bah oui, il y en a pas d'autres. Hein. Oui. Bah toi, tu pensais que c'était mécanique plus que. Oui, clairement. Je me dis putain merde, il a cassé le moteur, la petite de 50, elle a pas tenu. Pourtant, ça va bien. Tu roules en 450 à ce moment-là, toi. Ouais, c'est première. T'es passé gros bras, comme on dit. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Et ben moi, j'étais en 3,5 enduro, tu vois, KTM. Ouais. Je pense à ça que j'avais préparé. Ah oui, c'est vrai, c'était pas la YAM. C'était pas un cross. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Et alors, ça, c'est le lendemain. Tu sais, la course a lieu le lendemain. Et donc, moi, je retourne à la maison et Kevin, il vient me voir. Et donc là, j'exprime à Kevin que c'est compliqué. Je me vois pas comment je vais pouvoir faire une finale alors que j'arrive pas à terminer la course d'avant. Tu vois, je dis non, c'est pas possible, la manche qualif, quoi. Et là, il s'est passé quelque chose dont j'avais pas l'habitude d'avoir. C'est que Kevin m'a remis dans le droit chemin. Il m'a dit, écoute Simon, ouais, c'est dur, mais là, t'es avec nous. Enfin, si à un moment donné, on te prend sous notre aile, t'as pas le droit d'abandonner. Alors, tu vas aller faire la finale et tu vas terminer cette finale. Tu vois, il m'a remis... j'ai pris une claque. Peu importe, t'as raison. Tant que la moto est roule et que le bonhomme roule, t'y vas. Même si c'est à 2 à l'heure, on s'en fout du résultat. On n'est pas des pros, je suis pas un pro, tu l'es pas non plus, on le sera jamais. Nous, ce qui nous fait kiffer, c'est de rouler à notre niveau. Peu importe, devant, ça va beaucoup plus vite. Derrière, il y en a qui sont moins bons. Nous, on est dans le milieu du peloton. Et alors, mais vas-y, tant que ça roule, t'arrêtes pas là, t'es pas venu là pour abandonner. Vas-y, quoi. Bouge ton cul, moi je t'interdis de faire ça, sinon le Touquet on le fait pas. Bon, écoute, c'était la première fois que je me faisais remettre en place comme ça, parce que souvent j'ai l'habitude, si tu veux, de gérer des personnes, de gérer le côté entrepreneur. Complètement, c'est ça, de gérer mes affaires, etc. Et puis là, je dis ça fait du bien, tu vois. Donc remonter comme jamais, je pars faire la petite finale et j'arrive à terminer cette finale
pareil, exténué, mais super content, fier pour moi d'abord, et pour montrer à Kevin que j'étais capable. Ouais, et puis pour nous, c'était aussi une victoire parce qu'on emmène quelqu'un à faire un défi sportif. On a envie qu'il aille au bout, peu importe le résultat. Donc c'était un abandon pour nous. Moi, je l'aurais pris comme si c'était le mien. Donc non, fallait qu'il aille au bout. Ouais. Donc, et on est qu'à la première épreuve du championnat de France. C'est ça, il y en a 6. Hein. On est qu'à la première épreuve, et ça durait que 20 minutes si tu veux la course. Ouais, parce que le Touquet c'est 3 heures. Avec le Touquet c'est 3 heures minimum. Ouais. Ouais. Donc le chemin est encore long. Le chemin est encore très très long. Et donc ensuite on enchaîne sur la deuxième course. C'était toutes les 2 semaines, si je dis pas de bêtises. On enchaîne sur la course à Loun Plage, là où j'allais m'entraîner. 2h30 de course. Et super course, ça s'est super bien passé. Sauf pour toi, Kevin, toi tu t'es fait rouler dessus. D'ailleurs. Ah ouais, premier tour, je prends un gadin, on me passe dessus et je sentais de l'air dans mon dos et des petits picotements. Et ça fait mal quand même. Mais le mec, je l'ai senti passer sur moi proprement, quoi. Il a pris appui, je crois, sur ton dos pour sauter. Ouais. Hein, t'as fait tremplin, c'est top. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je ressemblais plus à une crêpe qu'autre chose. Et bref, je m'arrête au stand au tour d'après. Pour remettre le guidon droit et là mon mécanicien me dit écoute, tu saignes un peu dans le dos mais vas-y, roule. Il était briefé, il fallait pas que ça s'arrête. Parce que vos mécaniciens d'ailleurs c'est les mêmes qui vous suivent depuis le début, c'est ça? Depuis le début de votre ère de compétition chez Morel? Non, ça a changé un petit peu en fonction des disciplines, si tu veux. Mais en tout cas, sur la saison de sable, oui, c'était depuis 3 ans, c'était Gazbike, Mickaël, qui salue s'il écoute ce podcast. Ouais, complètement. qui nous a filé un gros coup de main et qui lui aussi c'est un dur, il sait ce que c'est, faut pas s'arrêter tant que le bonhomme et la moto roulent. Donc là, il me fait une grande tape dans le dos, il me dit vas-y. Donc voilà, au bout d'une demi-heure, tu sens plus trop la douleur, quoi. Mais j'étais tout simplement brûlé, en fait, complètement brûlé dans le dos. Ça avait, le mec avait limite fait un burn sur mon sur mon dos, mais bon, c'est pas grave, on y va. On continue et puis pareil, je termine la course 2h30. Bon là, je me surprends et trop content. Et si tu veux, en fait, dans les courses de sable, t'as minimum 3 arrêts au stand à faire. Obligatoire, c'est minimum 3 arrêts. Donc tu peux en faire plus. Tu peux en faire plus, mais avec les gars justement, Kevin, Jojo, Alan, ils m'ont dit non, c'est à un moment donné. T'en fais pas 4. Hein. T'en fais pas 4. Okay, le minimum et le maximum, quoi. Ouais, le minimum, maximum. Ok, t'es amateur, mais t'en fais pas 4, ça sert à rien. C'est 3 et tu prends une banane, tu bois un coup. T'as 30 secondes. Tu changes tes lunettes et tu repars. Donc tu te reposes jamais. Ah, tu t'assois pas, prendre un café. Ah, non. Et mais d'ailleurs c'est drôle parce que le premier arrêt au stand à Loun Plage, je m'étais à moitié assis, moi, et Mickaël m'a repris. Non mais Simon, tu fais quoi là? Allez, go. Ça repart. Je dis oh putain, j'y fais pas là. Vas-y, ça repart et j'ai fini la course et c'était je dis j'ai passé un step, quoi, parce que entre temps on s'était entraîné à Port-Bail avec les gars et je dis bon, j'ai passé un step, j'arrive à tenir 2h30. Bon, déjà c'est bien. Mais c'était un sable assez facile quand même par rapport au Touquet et aux autres courses qu'on va vivre après, quoi. Et donc après on enchaîne les courses, on enchaîne sur Osegor, je crois. Osegor, toi Kevin, tu fais un bon score avec les gars. Enfin avec c'était Alan. l'une des courses les plus difficiles parce que je me souviens des vagues. D'ailleurs, j'avais le temps sur la ligne droite de regarder les vagues. Il y avait une tempête de houle. Je pense qu'il y avait peut-être 2,50 m, 3 mètres de houle. Et il fallait faire gaffe aux vagues dans la ligne droite, en fait, qui venaient et qui repartaient. Donc j'avais vu 2-3 motos se faire happer par les vagues. Il y avait l'eau qui arrivait sur le... Ouais, en fait, le parcours, il est sur la plage, clairement, de Osegor, la centrale. Et quand la vague, elle arrive, tu sais, elle monte et elle redescend. Et des fois, tu peux te faire avoir parce que tu es entre 140 et pour les plus rapides. Donc, si tu veux, si tu prends la vague à cette allure-là, tu pars en aquaplaning, tu prends un de ces gadins. Et bref, il y en a plusieurs qui se sont fait avoir. Et cette course-là était particulièrement dure, je me souviens, pour ça. Et le vent, la pluie, c'était difficile. Et le sable d'Osegor, on est dans du vrai sable de plage, donc ouais. Mais toi, pas terrible, hein, c'était. Mais non, alors moi j'ai été frustré au possible, déçu au possible, puisque il y a le départ et au bout de la ligne droite, j'ai mon embrayage qui me lâche. Ouais. Et quelle émotion, enfin dans le mauvais sens si tu veux, c'est putain, t'as fait tout ce mais en fait là. c'est une déception. Une déception énorme. Horrible. Ouais, et donc tu peux rien faire, tu sais que la course elle est cuite, quoi. Enfin voilà. Donc là, abandon pour cause mécanique. Abandon pour cause mécanique. Et
Ouais, déçu, très déçu. Ouais, et puis là, t'as pas le choix. Sur ce genre d'abandon, tu vois, dans ta vie, t'abandonnes pour certaines choses, mais t'as toujours une solution, t'as toujours une roue de secours dans l'entrepreneuriat ou quoi, t'as toujours un truc, tu te dis, bon, ok, là, c'est un échec, mais c'est pour mieux repartir. Sauf que, là, c'est pas de ta faute. Là, c'est pas ta faute, et puis tu peux rien faire parce que t'as juste ta moto, toi, t'es à l'autre bout de la plage dans le sable, tu peux même pas la pousser, tu peux pas retourner au stand pour la réparer, t'as pas d'outils, t'as rien, donc t'as pas le choix. Donc psychologiquement, tu prends une claque. Ouais, tu prends une claque parce que surtout une déception, quoi. Osgore, c'était la course que je voulais faire parce que voilà, je suis amoureux du Sud-Ouest et puis notre chapper est là-bas et la symbolique quoi. Ouais, c'est symbolique. On a tous nos copains. Tous nos copains, ouais. Donc bon, écoute. Voilà, t'apprends encore autre chose. Et donc directement tu te remets un peu, j'imagine tu digères cet abandon et tu te remobilises. Je suis content pour les gars, je suis content parce qu'ils font mine de rien, je les suis si tu veux, du coup je laisse la moto de côté et puis je suis la course et je vois Kevin qui fait je sais plus, tu dois faire 58 ou non c'est ou dans les enfin bref, tu fais une très belle course Alan aussi et j'étais content pour vous. Et puis après voilà, on remonte en Normandie, en Bretagne et puis s'enchaînent les autres courses. Où ça se passe relativement bien, sauf Saint-Léger de Balzon, qui est une course extrêmement dure, qui est sur du sable tout noir, dans les bois, les bois avec des racines énormes, et puis il pleuvait pareil, tempête. Et là, je finis la course une fois de plus exténué, mais comme tout le monde pour le coup. Vous êtes noirs quoi, des mineurs. Le truc c'est quoi, ouais, on se reconnaît même plus à la fin de la manche, tu sais plus qui est qui, et c'est vrai qu'on a fait une photo avant-après qui est. Il faudra absolument cette photo pour illustrer le podcast. Oui. Avec plaisir. Oui, avant-après il est ouf donc. Mais on ne reconnaît pas physiquement, c'est impressionnant. Ouais, même je me rappelle de toi avec une tête cernée comme jamais, hein. T'avais perdu au moins 5 kilos, je pense. Oui, c'était la course la plus compliquée, je pense. Et t'arrives à la finir quand même? Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Oui, tu finis. Non, parce que tu sais, mais ça m'a servi pour le Touquet. Ah oui. Je suis passé en dessous le panneau d'arrivée, tu sais, il y avait 2h29. Ouais, plus un tour. Plus un tour. Et moi, j'ai pas fait le plus un tour. Non, tu t'es arrêté dans les stands. Ouais. Et donc, du coup, parce que je pouvais pas repartir, tout simplement. C'est quoi cette histoire de plus un tour? Si tu veux, quand le premier il passe, la course dure 2h30. Si le premier passe à 2h29 et 30 secondes, si tu veux, il doit refaire un tour. D'accord. Donc toi, tu es 30 secondes derrière, donc tu vois que c'est que les 2h30 sont passées. Donc tu dois compléter ton tour, étant donné que le premier est encore dans son tour, donc tu repars pour 20 minutes si tu veux. Si tu le fais pas, tu n'as pas fini la course. Si tu t'arrêtes dans le dernier tour, ta course est finie. Donc Simon, il voit que le temps est passé, mais le premier n'est pas devant lui, donc il n'est pas arrivé au tour suivant. Il décide de s'arrêter, mais ça il le savait pas, ouais. Donc tu t'es arrêté comme si t'étais le premier, quoi. Ouais, alors pas le premier, mais comme si j'avais terminé ma course, tu vois. Et il s'arrête au stand. Et je m'arrête au stand. Et tu manges faut faire un tour. Mais moi, de toute manière, pour moi, c'était fini, tu vois, je pouvais plus, etc. Mais t'en finis, tu pensais que t'étais. Ouais, je pensais que j'avais terminé ma course. Donc au final, j'ai pas eu de résultat, mais j'ai fait la course, quoi. Bon, après, mais ça m'a servi pour le Touquet. Ouais. Et justement, la prochaine course c'est le Touquet ou t'en fais une autre entre-temps? Non, il y a Graillan et l'hôpital où ça se passe relativement bien. Où je me souviens, toi, Kevin, tu me passes, tu me doubles, normal. Et on rigolait, tu me criais dessus, ouais, allez, vas-y, Simon, machin. Parce que il faut savoir qu'on est 500-600 pilotes, à chaque fois. Et on est 600 pilotes. Celle-là, on était 690. On était nombreux. Et t'es dans ta course, si tu veux, t'es dans ton monde, t'es dans ta course. Et quand tu vois un de tes potes passer à côté de toi qui t'encourage, putain, ça te rebooste. Hein. Donc j'ai vu Kevin, Alan qui passait, qui me doublait et qui me reboossait. Quel plaisir, c'était drôle. C'était sympa. Et puis, après arrive le Touquet. Mais si tu veux, donc, à chaque fois qu'on part faire des courses comme ça, tu vis ensemble. Tu pars le vous étiez vendredi, H24 ensemble. On était H24 ensemble. Donc tu pars le vendredi matin, tu fais toute la route, il y a 5-6 heures de route, tu vas à l'hôtel, tu fais les vérifs techniques, après tu prépares ta moto, tu poses tes numéros de course si besoin, les partenaires, et puis le dimanche c'est la course quoi, et la course tu te lèves aux aurores, tu déjeunes, et puis donc forcément les conseils nutritifs, les conseils sportifs pour mieux dormir, donc on est ensemble H24 ouais. Et puis les week-ends qui suivaient, quand on n'avait pas de course, on allait s'entraîner, on allait surfer quoi. Et la semaine tu répares ta moto aussi. Donc on vit des choses très très fortes, et oui, arrive le Touquet.
le Touquet, ce dont pourquoi j'ai fait tous ces efforts, le rêve. Et il faut savoir à l'Enduropal du Touquet, la course elle commence là où tu parques ta moto. Juste si tu veux, le dimanche en fait ils ouvrent les grilles, tu cours vers ta moto, ça se bouscule, mais un truc de malade. T'as 1200 pilotes qui vont chercher leur moto. Il faut savoir que la moto est parquée la veille, donc elle dort toute la nuit dehors. Donc tu pries pour que ta moto démarre, parce que à chaque fois t'as des pilotes où la moto elle démarre pas, et là c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il est fini avant même d'avoir commencé, quoi. Bah ouais, donc ma moto démarre. Waouh, je dis ah yes, c'est parti, cool. Et si tu veux, donc on s'approche. Il y avait une voiture là qui nous barrait la route, puisque tu as la prière d'un prêtre. Ouais, exactement. En fait, quand ils ouvrent le parc fermé pour récupérer sa moto, tout le monde se rue pour récupérer sa moto. Alors, t'en as qui la voient même pas, leur moto, parce que t'en as 1200 motos. Donc, t'essaies de te rappeler où est-ce que tu l'avais garée. C'est ça. Donc, en gros, t'es parqué en fonction de ton résultat de ta saison. Donc, c'est plus facile pour les meilleurs, mais quand t'es derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc, tu sautes sur ta moto, elle démarre, et tu fais bon, bah, c'est bon. Et puis après, ils te disent de couper le moteur, et puis t'as un prêtre qui fait une prière. Qui bénit les motos, c'est ça? Ouais, qui bénit les pilotes et les motards, et puis t'as l'hélicoptère de la télé au-dessus, et puis t'as tout le monde, puis t'as je sais pas combien de milliers de spectateurs autour de toi. Donc, si tu veux, t'as une certaine pression que t'as pas dans les autres courses, et qui te fait perdre les moyens très, très facilement. Ouais, elle est quand même très médiatisée, cette course aussi, ouais, par rapport aux bien autres. sûr, ouais. Bah, je vois en 2000. Thierry Sabine. Ah oui. Thierry Sabine, c'est lui qui a fait qui a créé cette épreuve. On en parlait tout à l'heure. Et le Dakar. Voilà. Ça me revient. D'accord. En 2019, tu as quand même eu 400 000 spectateurs, quoi. C'est énorme. Entre le vendredi, samedi, dimanche. Donc, ça peut mettre la pression, effectivement. Ah bah ça met la pression, ouais. Clairement, je t'avoue que ça met la pression. T'as les hélicos, t'as l'hélico du SAMU, t'as l'hélico de la télé. Enfin, c'est incroyable. Et si tu veux, pendant la prière, ils disent aussi comment est le terrain, un petit peu où il y a les flaques d'eau, etc. Donc où faut faire gaffe. Sachant que ça c'est valable qu'au début, parce qu'après c'est comme tu disais, ça creuse les ornières et ça devient un champ de bataille en fait. Ouais, c'est surtout pour le départ, parce que c'est 2 vagues de 600 pilotes. Il y a toujours chaque année des accidents. Les années où les 1200 partaient en même temps, les premières années où on l'a fait, je me rappelle d'un certain crash où il y a eu une vingtaine de personnes au sol, dont 2 pilotes qui sont pas bien. Donc oui, c'est clairement très dangereux. Donc c'est en fait ces indications. Donc on a des commissaires de course, c'est pour nous dire s'il y a des bâches d'eau en fait dans cette ligne droite là, et ils nous demandent de faire attention parce que s'il y en a un qui tombe derrière, on peut en faire tomber 50 quoi. Donc ça peut faire domino quoi. Ouais. Bah d'ailleurs c'est ce qui s'est passé en 2019. C'est ce qui s'est passé en 2019, ouais. Un gars s'est cassé la clavicule juste avant le départ quoi. Il est arrivé et bim il a fait un aquaplaning. Ah ouais, non, ça c'est encore autre chose. C'est parce que quand on part du parc fermé pour atteindre la ligne de départ, on traverse la ville. Oui. Et cette ville-là, on est sur des trottoirs, le béton, et vu que en fait, ils te lâchent à ce moment-là, si tu veux, tu peux déjà gagner des positions pour avoir une meilleure position. Il y a déjà une la course. Compétition, ça gratte déjà quoi. Donc il y a les petits malins qui grattent sur la piste, et le truc c'est que des pneus cross sur ça glisse. Ouais, il pleut chaque année au Touquet, sauf en 2019. Sauf en 2019, mais c'est pas. Ouais, c'est vrai qu'il avait pas plus. Parce que c'était ton année, Simon, c'est pour ça. Ben ouais, voilà. C'est ça. Il y a toute ta famille qui vient te voir en plus. Alors ouais, grande surprise, ils sont arrivés à une vingtaine avec des amis, etc. Ils avaient fait des kawaii, fan club Simon, le Touquet. Enfin moi, ça m'avait touché parce que c'est énorme quoi, tu vois. Bien sûr, et puis une fois de plus, tout ça, c'est à notre niveau quoi. Je veux dire, enfin voilà, le moindre petit truc comme ça, c'est nous, on est attentif à ça, donc non, ça fait plaisir d'avoir sa famille. Touchant, donc moi, alors pour cette course-là, vous étiez restés ensemble, les gars, le samedi, et moi j'étais avec ma famille dans un camping et les amis, et on s'est retrouvés le lendemain. Et si tu veux, pendant le samedi soir, donc la course a lieu le dimanche, le samedi soir, j'avais passé la soirée avec toute ma famille et mes amis, c'était fort, quoi. C'était fort. Alors j'étais allé me coucher de bonne heure, contrairement à mes potes et ma famille qui en ont profité pour faire la fête. Et donc le lendemain, voilà, c'est parti. Là, je suis à la grille de départ je me souviens, vous étiez pas si loin que ça devant moi. Donc j'étais avec les 600 premiers pilotes parce que j'avais fait le championnat et vous étiez genre deux rangs, tu vois, devant moi, toi, Kevin et Alan. Ouais, probablement. Et par rapport à leur niveau, je dis waouh, c'est marrant là, je suis avec les bons quoi. Je dis c'est que j'ai bien roulé, tu vois, dans la ville, j'ai dû gratter des places.
Et là, je regarde à un moment donné, le temps s'arrête, je regarde un petit peu autour de moi, je vois 300 000 personnes, tu sais, sur la digue, je vois les 2 hélicos qui sont au-dessus, je vois une rangée d'ambulances et de camions de pompiers sur ma droite. Très rassurant. Très rassurant, mais pas peur. Ouais. Tu mets le cerveau sur off et allez, vas-y, envoie, faut y aller, quoi. Départ, vas-y, on y va. Et là, c'est parti. Bim, il lance le départ. Et là, je suis pas transcendé. Franchement, je suis hyper fier de moi. Je fais un super bon départ. Je suis dans les 350 premiers, alors que dans les courses, si tu sur veux, 1200, c'est énorme. Sur 1200, ouais. Dans les courses, j'étais loin. J'étais milieu de classement, fin de classement, tu vois. Et donc, je fais un super départ et le Touquet se passe plutôt bien. Pour vous aussi, les gars. Hein. Je crois que ça se passe bien. Vous roulez sur le... Parce que tu disais tout à l'heure que c'était 600 par 600. Est-ce que vous partez sur la même série? Alors oui, on est sur la même série, ouais. Vu que Simon a fait toute la saison avec nous, il avait l'opportunité de pouvoir partir dans la première vague. Et la deuxième vague part 1 minute ou 30 secondes derrière, si tu veux, c'est histoire de disperser un peu le nombre de La pilotes. deuxième vague, c'est des gens qui ont peut-être pas fait le championnat toute l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça, ou ouais. Ouais, parce que t'as des gens qui viennent que pour faire le Touquet, par exemple. Donc les 600 derniers, ouais, c'est essentiellement ça, ouais. Et juste pour le... Mais il y a des très bons dans cette vague-là. Hein, Ouais, bien sûr. Complètement, ouais. Je repense au départ, c'est une ligne droite qui doit faire 5-6 km à peu près. Et puis à fond tout le temps. Et t'es à 130, 140. Qui est pas mal sur du sable. Ce qui est pas mal sur du sable, ouais. Et la moto, elle vibre de partout, hein. Ça bouge. Et c'est incroyable. La sensation, elle est folle. Et donc, je fais ma course avec plus ou moins de mal, puisque le Touquet, une fois de plus, ça reste compliqué. Le terrain, il change. Au début, je mets, je sais plus, 8-9 minutes ou 10 minutes à faire le tour. Les derniers tours, c'était 30 minutes, quoi. Parce que c'est plus de l'escalade qu'autre chose, quoi. C'est ça. Enfin, pour moi, ça devenait de l'escalade. Slalomer entre les personnes qui tombent. Les mecs arrêtés, ouais, non, c'est quelque chose... Ah, puis franchement, j'ai dû tomber peut-être 15 fois pendant la course du Touquet. Au ralenti, mais 15 fois. Ce qui me donc, paraît pas énorme, finalement, par rapport au nombre de tours. Si. Ça l'est, puisque... Kevin a l'air dubitatif. Ouais, si, quand même, hein, c'est beaucoup. Et puis, la moto va la relever. Au début, ça va. Hein, ouais. Les 5-6 premières fois, ça va. Ça fait quoi, 130 kilos? Ouais, ça, ouais, 105, 110. Un petit peu moins, ouais. 105, 110, ouais. Mais bon, à la fin, je peux te dire que les 5 derniers, une fois que tu remontes la moto, là, t'en peux plus, quoi. Et donc, je fais mes 3 arrêts au stand, comme prévu. Physiquement, ça commence à vraiment tirer. Et si tu veux, ce qui se passe à la fin du Touquet, donc je sais plus, j'arrive sous le panneau 2h58, tu vois. Et je voyais plein de monde arrêté. Il y avait vraiment beaucoup de monde arrêté. Ils attendaient que le premier passe, justement, comme on expliquait tout à l'heure, pour terminer la course. Et donc, pareil, je dis, voilà, je peux m'arrêter, j'attends que le premier passe et j'ai fini mon Touquet. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai repensé à ce que j'avais vécu aussi, notamment à Los Angeles, où, je sais pas, ça m'a traversé l'esprit. Donc, entre guillemets, l'échec que tu as vécu. L'échec que j'ai vécu à Los Angeles, j'ai repensé à ça, j'ai repensé à ma famille qui est venue me voir, et j'ai aussi repensé aux gars, à tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Et je me suis dit, Simon, non, pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Tu sais que tu peux refaire un tour, t'y es, quoi. Par contre, si tu repars pour une demi-heure. Et j'ai demandé, parce que j'étais vraiment à l'arrêt, j'étais coincé entre des motards, et j'ai demandé aux motards devant moi, je dis, écoute, avance, je repars. Et je suis reparti pour une demi-heure. Et écoute, là, c'était l'émotion complète, tu vois. J'ai même pleuré dans mon casque. C'est le baroud d'honneur. Sur la ligne droite. J'ai repensé à tout ça. C'était ma petite revanche par rapport à mon projet de Los Angeles. C'était la fierté d'avoir mes parents, mes amis ici. Et c'était rendre fiers mes frérots, voilà, qui ont tant donné pour moi pour que j'arrive à faire ce rêve. Parce que tu dis tes frérots, mais en fait, c'est ça. Maintenant, t'es le 4e frère de la famille Morel, quoi. Ah oui, clairement, moi, c'est mes frangins et vice-versa. Donc, ouais, carrément. Le test ultime n'était pas encore passé. Hein. Il fallait que tu passes la ligne pour devenir la 4e. ouais, complètement. Mais t'étais pas loin, là. C'était un chemin initiatique, presque, en fait. Ah bah, complètement. Ouais, non, mais ça a été extraordinaire, et j'ai réussi à terminer la course, et quand j'ai fini, il y avait ma famille qui m'attendait. Enfin, je pleurais, tu vois, c'était beau, quoi. C'était beau. Et depuis, s'en est suivi un beau projet après avec Kevin. Et justement, c'est ça qui est assez beau dans cette histoire, c'est que dans cette aventure du Touquet, c'est Kevin et tous les frères Morel, donc Alan et Johan, qui t'ont aidé à aller à chercher ce rêve. Mais toi, Kevin, t'avais un rêve aussi par rapport à Morex. Bah moi, si tu veux, la moto, les compétitions, c'était mon quotidien, mais c'est vrai que j'avais toujours cet esprit, cette idée en tête de faire mûrir Morex Custom. Et j'avais dit à mon petit frère, putain, mais il y a un truc à faire avec ça, go, quoi. Mais il me manque certains éléments, il me manque certaines capacités, il me manque un petit peu d'audace aussi.
Et pendant ces voyages-là, pendant cette saison-là, je répétais sans cesse à Simon, qui était devenu mon fan, enfin le fan numéro 1 de Morex. Et du coup, je pense que je l'ai piqué aussi bien vénère avec ça. D'ailleurs, Simon, tu me disais, je crois qu'on en avait parlé quand on a préparé cet épisode, que tu ne connaissais pas Deus, tu as connu Morex avant de connaître Deus. Bah ouais, c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais Super mais drôle. Je suis trop content. j'ai connu Morex avant de connaître Deus, ouais, c'est assez drôle, ouais. Et après j'ai bien connu Deus parce qu'avec le Wheels etc. Mais Ouais, donc cette histoire, elle a mûri ici au travers de cet Enduropal, enfin de cette saison de championnat de France où je lui répétais sans cesse que bah voilà, notre quotidien, à toi comme à moi, c'est la moto, le surf, le truc et tout. Putain, ça serait bien d'avoir un lieu, un petit lieu où on peut vendre une bière ou deux, de fabriquer nos t-shirts, parce que je faisais des t-shirts à l'époque aussi, ça me permettait un petit peu aussi de financer notre saison. On avait fait des kits déco sur les motos où c'était marqué Morex. On avait cette idée de monter une petite marque. Clairement, c'était ça, sans grandes ambitions. Morex House n'existait pas. On était complètement juste sur la marque Morex Custom qui existe depuis quelques temps. Donc Simon, le premier fan, et à force d'en parler, on s'est dit à un moment, bah ouais, vas-y. Faudrait qu'on se lance, quoi. Mais voilà, c'était une idée, elle n'était pas encore mûrie, quoi. Et à ce moment-là, Simon, tu deviens un petit peu le déclencheur, celui qui va appuyer sur le bouton rouge. En tout cas, qui va te donner ce qui te manquait à ce moment-là pour lancer le projet. Ouais, parce qu'on décide d'aller au festival, le Wheels and Wave. Simon, je me rappelle plus, tu avais loué une moto. Non, j'avais pris la moto d'un pote. Dans le sud-ouest, hein, ce festival. Dans le sud-ouest, ouais. Biarritz. Et moi, je descends avec mes frères, donc avec tout notre matos, CX500, l'Harley, on avait un Hot Rod, on avait pas mal de trucs. J'avais descendu ton Harley, Kev. Et je t'avais même dit, putain, j'ai plus de place, mais je voudrais quand même descendre mon Harley. C'est la prunelle de mes yeux, cette moto. Je te fais confiance. Enfin, là, je te connaissais suffisamment pour avoir confiance en toi, donc tu la prends et fais-y gaffe. Donc, j'ai pu emmener une moto de plus pour pouvoir participer à une épreuve toujours avec Deus qui organisait le Swank Rally, ça s'appelle. Donc, j'avais une Xverna, un 300 de temps. C'était un enfer cette moto, mais c'était marrant à conduire. Donc voilà, Wheels on Wave avec toi, et tu me présentes aussi un certain monsieur qui s'appelle Michel Oran, qui aujourd'hui est notre associé sur le projet Morex House, et qui aujourd'hui c'est un peu notre papa dans ce projet, notre mentor. Parce que c'est durant le festival que vous décidez de créer le projet. Durant le festival, on en discute, mais c'était encore une idée. C'était juste une marque sans lieu. Et tu commences à te chauffer un peu, Simon. Ouais, bien sûr, ouais, je commence à me chauffer, mais de là à penser à un projet comme ça, non, pas encore. Parce que tu avais déjà des entreprises, toi aussi, tu gérais des boîtes déjà. Oui, en fait, quand je suis revenu donc du coup des États-Unis, je me suis associé avec mon père et un autre ami, et on a monté un centre dans le remplacement de vitrage, et j'en ai monté 1, 2, 3, et aujourd'hui on en a 12, si tu veux. Et donc j'ai de l'expérience, et j'avais de l'expérience dans tout ce qui est management et entrepreneuriat. Et je me suis dit, enfin en fait, avec tout ce que j'ai vécu, je souhaite vivre de ma passion. Voilà, et je veux faire quelque chose que je kiffe. Je veux partir voyager quand je veux. Je veux aller surfer, faire de la moto. Et enfin, mon style de vie, quoi. Je veux vivre de mon style de vie. C'est un rêve, mais donne-toi les moyens d'y arriver. Et Kevin, il a ce même rêve. Et on a tous les deux nos expériences. Et effectivement, j'ai un petit peu plus d'expérience que Kev par rapport à ça. Et Kev m'a poussé à réaliser mon rêve, le Touquet. Et moi, je l'ai poussé. Et je le pousse encore, et on se pousse mutuellement à ce projet Morex Custom, à le monter et puis à développer la marque, quoi. Vous complétez complètement. Ah bah ouais, complètement. Quand ça va pas, ou quand il me manque un savoir, Simon a toujours enfin je dirais un peu plus d'expérience là-dessus que moi, mais non, on est complémentaires de ouf sur la partie marque artistique. De ce côté-là, tout va bien. Donc ouais, Simon, ça a été l'élément déclencheur. Je savais qu'avec lui et mes frères, on était capable de faire quelque chose d'assez grand, quoi. Et puis on est des rêveurs, donc quand on voit le lieu, ça se sent. Ouais, et puis bah tu vois, on ment pas aux gens. On est authentique, on surfe, on fait de la bécane, c'est du partage, on s'éclate tous ensemble. Mais à cette époque, je me souviens, donc on n'avait pas trouvé le lieu encore. Moi, je voulais
m'installer forcément, tu vois, un petit shop dans Rennes, voir les choses, pouvoir mettre une moto. Je voyais quelque chose de mignon encore. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais toi aussi, au final, Simon, on était là, on disait l'emplacement était important. Bien sûr. Voilà, on va pouvoir aller avoir un petit frigo avec 3-4 bières, et puis un mini-bar avec 3-4 planches, ce serait top. Putain, t'imagines si on avait 5-6 suites et puis qu'on puisse exposer 2 motos, ce serait bien, avoir une personne. Voilà, on rêvait comme ça, tu vois. Et et puis au final, un jour tu m'appelles. Oui. Un jour tu m'appelles et puis vas-y, je te laisse expliquer cet appel qui a changé notre vie. Bah écoute, je lui ai dit, j'ai possibilité de prendre un bâtiment mais beaucoup plus grand. Et j'ai dit, le projet, on va pas le voir petit. Si on se lance dans un rêve, ben on va rêver grand, tu vois. Et donc c'est un bâtiment qui fait 400 mètres carrés en intérieur, 1200 en extérieur. Je dis, écoute Kevin, plein route de l'Orient. Donc la route principale, si tu veux. Alors si on est à Rennes, c'est la route principale pour aller surfer en Bretagne, et c'est là où se retrouvent les concessions de moto. Si tu veux. Pour expliquer pour les gens qui connaissent pas Rennes, c'est aussi une zone un peu industrielle, enfin tertiaire plutôt. Donc il y a possibilité de faire pas mal de bruit. C'est un peu en extérieur, on n'est pas du tout dans le centre, et donc il y a un grand espace que vous auriez jamais eu en centre-ville. Non, jamais eu en centre-ville, et c'est un espace qu'on va profiter. Enfin, on va en profiter, voilà, pour faire venir des DJ, pour faire des gros events comme on aime en extérieur, pour mettre une rampe de skate, pour remettre un bac à mousse comme avec Kevin à l'époque. Là, on n'y est pas encore parce que là, tu me dis, Kevin, bon, j'ai un bâtiment et moi, au téléphone, je te fais ouais, ok, mais un bâtiment, il est où? Il est placé? Attends, j'ai que 5 motos, les autres, elles sont vendues. C'est 400 mètres carrés avec 5 motos et 3 t-shirts. On va pas le remplir, le truc. Et il me dit, bon, viens, je te le fais visiter. Bon, ouais. On arrive. J'arrive sur le parking, je fais, mais c'est ça là? Le truc, il était mais énorme, mais aussi défoncé. Genre dans un piteux état, pas possible. Fallait s'imaginer. Hein. Donc on ouvre les portes et là on se regarde. Et là je pense que tous les deux on rêve. Mais là on rêve gros comme on est. Et là on dit vas-y. Ouais. Vas-y, on y va. En fait, le fait de prendre un bâtiment plus grand, ça nous incite à développer la marque plus rapidement, si tu veux, à faire des bécanes plus rapidement, à se professionnaliser surtout. Et de pas être seul. Et d'embaucher et de voir, d'aller plus loin que seulement la petite moto qu'on peut construire, seulement le petit t-shirt qu'on fabriquait. Donc là, on décide de vraiment mettre les bouchées doubles dans ce projet-là. Mais il nous manquait, je dirais, une force un peu plus. Je dirais, il nous manquait Michel à ce moment-là. Un mentor en fait. Ouais, quelqu'un qui allait gérer un petit peu avec nous les travaux, le côté parce que là on devait reconstruire un bâtiment, quoi. Ouais, ça peut être impressionnant au démarrage. Enfin, ça peut faire peur, quoi. Bah ouais, surtout que notre projet là, clairement, quand on en parlait avec Simon, c'était voilà, vu la taille, on va faire un shop, on va faire un restaurant. On va faire un bar, on va faire une terrasse, on va faire des événements. Il nous faut une cuisine, il nous faut des tireuses, et il nous faut un bureau pour développer, il nous faut une caisse, il nous faut un logiciel de caisse, il nous faut un site internet qui fonctionne. On crée tout de A à Z là pour le coup. Ouais. Vous n'aviez rien à ce moment-là. On avait rien, on avait nos petits contacts pour la marque parce qu'on fabriquait quand même nos fringues de notre côté. On met pas juste des logos sur un t-shirt, on développe nos tissus, on développe nos coupes, on développe tout. Nos motos, on fabrique nos pièces en atelier. Donc ouais, du coup, là dans ce projet-là, c'est uniquement le showroom. L'atelier où est né Morex Custom, la marque, reste à Villedieu et restera là-bas parce que c'est là aussi où j'ai cabine de peinture, tous les outils. Donc là, c'était vraiment uniquement showroom pour montrer notre marque et lieu de rencontre pour rencontrer des gens un peu débiles comme nous et qui aiment le voyage et tout. Donc ça, là, c'était notre idée. Elle était là et bien sûr, il a fallu trouver un nom qui est venu très rapidement parce que donc Morex, la marque, et là on a rajouté House parce que on voulait que ça devienne notre maison. Et aujourd'hui, si on t'accueille ici, c'est chez nous, quoi. Ouais, je suis ravi d'être accueilli chez vous d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les péripéties, parce que en entrepreneuriat, à chaque fois un projet, ça se passe jamais comme on l'imagine. Il y a toujours plein de rebondissements.
Et vous en avez vécu pas mal. Je te confirme. Ouais, on en a vécu pas mal. Si tu veux, ce qui s'est passé, alors donc quand on a l'idée de ce projet, on va voir la mairie, une petite. En fait, on n'appartient pas vraiment à Rennes, on appartient à Vezin pour la petite C'est une histoire. petite commune à côté de Rennes. Une petite commune à côté. On va voir la mairie et puis on leur dit bah voilà, on a ce projet-là. Bah super, vous y allez. Au contraire, on vous accompagne, etc. Bon, on commence vous les travaux. suit, c'est beau projet, bravo les gars, vous êtes jeunes et ambitieux. Ouais, go quoi. Genre tout avait l'air de rouler comme sur des roulettes. Sachant que vous n'avez pas commencé à arracher le plafond avant même d'aller voir pour les travaux. Il y avait pas une histoire comme ça. En fait, on n'avait même pas signé le bail. On n'avait rien signé. Un dimanche, Simon savait pas quoi faire et il me dit bah viens on commence les travaux et donc du coup on a arraché le plafond tous les Ça, deux. c'est le motif. Ah bah ouais, on était chaud et puis à l'allure où ça avançait, on arrivait à tout défoncer tous les deux. On était on est en février là, en décembre on ouvre. Tu vois. Ah ouais, non, mais clairement, c'était ça. On était chaud patate. 2020 ou 2019 2019. Ouais, 2019. Et bon, je me suis pris une réflexion parce que mon père est aussi associé au projet, du coup. C'est vraiment un projet familial et d'amis. Et mon père m'a dit, mais les gars, faites gaffe parce qu'on n'a rien signé. Hein. S'il faut tout remettre, c'est vous qui allez à la déchetterie, vous reprenez le faux plafond, vous remettez tout, quoi. L'enfer, Donc, ça aurait été impossible. L'enfer, impossible. Bah, je dis de toute manière, maintenant, on n'a plus le choix de signer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la mairie nous donne l'accord en fin d'année 2019 et puis on devait avoir on les rappelle, je sais plus, je crois que c'est mars-avril pour savoir d'où en est le permis de construire. Parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Et là, douche froide. Ben non, les gars, en fait, la ville de Rennes n'accepte plus votre projet, etc. Tant pis pour vous, messieurs. Ouais. Putain, alors je peux te dire que j'ai mal dormi. Ah bon, moi j'ai même pas dormi. Parce que vous aviez déjà investi en plus. On avait investi à peu près, ouais. Mais on avait déjà commencé les travaux avec les architectes, on avait déjà dépensé de l'argent, on avait déjà imaginé, ça y est. Enfin, ouais, on avait bossé avec nos architectes déjà. Donc, quand tu bosses avec un architecte, tu verses un acompte avant que tu sortes les premiers plans. Donc, si tu veux, les plans étaient faits et on entamait les premiers travaux nous-mêmes avec notre bande de potes, quoi, avec Michel et ses copains. On avait mis nos premiers coups de pioche. Ouais. Mais puis on avait vraiment investi de l'argent pour le coup. On s'était lancé, ça y est, plus rien nous arrêtait. Et donc là, si tu veux, donc la dame de la mairie nous dit ça, je dis bah non, c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça, le rêve il s'arrête pas comme ça, voilà. Donc faut pas abandonner. Donc avec Michel, on décide d'aller rencontrer cette personne le lendemain matin parce qu'on n'a pas dormi de toute manière. Donc le lendemain matin, première heure, hop, on va voir cette personne et puis on leur dit ben voilà, vous nous aviez dit oui, on comprend plus quoi. Enfin, on est perdu, on a investi beaucoup d'argent. Et on est tombé sur des personnes très très sympas et ils nous ont dit bah écoutez, en fait ce qui va se passer, c'est que le maire adhère aussi à votre projet, on va vous faire un arrêté, en gros c'est nous qui avons le dernier mot, donc votre projet il va aller au bout. C'était juste un avis en fait. Oui, c'était Rennes Métropole. Oui, complètement. Ouais. Après si on s'était pas battu comme on s'est battu, je pense que voilà, on n'aurait pas eu d'avis favorable de la part de la mairie, mais et la façon qu'on a exposé notre projet, voilà. Parce quand on parle de notre projet, je pense qu'il s'exprime avec des étoiles dans les yeux, et si tu veux que ce soit avec les banques aussi, parce qu'il a fallu aller voir des banques. On était tellement convaincants. Ouais, mais d'ailleurs, en parlant de ça, on a été aussi surpris de voir qu'on allait voir 3-4 banques et sur 3-4 banques, elles ont tout accepté. Et on s'est dit, waouh, c'est. Putain, c'est qu'il y a une bonne idée, quoi. Ouais. Les gens adhèrent au projet, adhèrent à la marque. Ils visualisent, mais parce que vous le racontez avec passion et en fait on a envie de, même si je pense, enfin moi j'adhère totalement à ce projet, mais même si tu n'y adhères pas, je pense que tu comprends que ouais il y a de la vie en fait dans ce projet. Bah, c'est pas que du commerce quoi. C'est ça. Non, on le fait pas pour ça. Il faut un minimum. Faire un projet comme ça s'il y a pas de passion. On se dit pas ouais on va gagner plein d'argent si on fait ça. Non, on le fait pour kiffer et puis ensuite on espère que ça fonctionnera effectivement. Ouais alors. Ouais, donc là, c'était une douche froide, quoi. Putain, quand on nous a dit que c'était pas possible. Alors, on a eu cette lueur d'espoir quand on nous a dit, bah, écoutez, on va vous faire un arrêté préfectoral. Et théoriquement, enfin, c'est même pas théoriquement, c'est on a le dernier mot. Donc voilà, oui. on va. Parce qu'ils se sentaient aussi peut-être embêtés dans le sens où ils avaient dit oui dans un premier temps. Faudrait leur demander. Rennes, j'irai les interviewer. Rennes dit non, enfin par un avis, et eux ils se sentaient peut-être un peu engagés moralement par rapport à vous. Oui, il y a certainement ça, mais je pense qu'ils, puis ils ont vu l'enjeu financier. Et puis ils ont vraiment adhéré au projet pour le coup. C'est ça. Ils ont vraiment adhéré au projet, donc on a eu l'accord. Et puis ensuite est arrivé, donc ensuite est arrivé le coronavirus.
Pas encore, parce que pendant qu'on a eu cet accord normalement accord de principe d'avoir ce permis de construire, nous on avait la marque à développer, on avait besoin d'images, toujours aventurier sur les bords, le tout qui était passé, fallait qu'on trouve autre chose, fallait pas oublier que nous notre délire c'était quand même de faire de la moto, et moi de voir mon papa partir sur le Paris-Dakar depuis des années, d'aller en Afrique, au Maroc et tout, faut que je le fasse aussi, et j'avais envie de faire découvrir ça à Simon, et aussi du coup à nos toute l'équipe Morex, hein. Ouais, à nos lecteurs, auditeurs, si tu veux, aux gens qui ont commencé à... Vous aviez déjà une bonne communauté sur Instagram, par Ouais, exemple. on avait une petite communauté qui sur Instagram. Alors, on avait besoin de partager ça, donc on s'est dit, on va tourner un épisode. Donc, en fait, on travaille aussi en parallèle sur un film qui fonctionne sur plusieurs épisodes. Donc, on a le premier épisode qui était La Fratrie. Le deuxième épisode, c'était sur le médaillon. Donc ça, c'est un petit peu l'image de marque de Morex avec les médaillons qu'on pose sur les réservoirs et dans nos planches de surf. Je mettrai les liens de toutes ces vidéos parce qu'elles sont vraiment cool à regarder. Voilà. Et le troisième épisode, c'est l'océan de sable où là, on part avec nos motos de cross et on décide de partir sur les traces en fait du Paris-Dakar avec comme guide exceptionnel Antoine Morel, Ton père. mon papa, et ma maman qui ne lâche jamais mon papa. Donc ça sera sûrement un des Ça sera notre épisode. Ah ouais, tu vas rigoler. Ouais, voilà. Donc en fait, on part avec eux et si tu veux, à la base, ce voyage-là, je le prévois avec Simon encore quand on rêve. On dit putain, mais ce serait trop bien de partir dans les dunes, tu vas voir les dunes, c'est trop bien. Et si tu veux, quand j'ai commencé à faire le parcours, j'ai vu que j'étais vite paumé et que les chemins, c'est pas Google Maps, quoi. Tu peux pas aller regarder, t'as pas une carte. Il n'y a pas de route, quoi. Il y a pas de route, Waze, ça fonctionne pas. Donc j'arrêtais pas de demander des questions à mon père. Et puis mon père, il me dit, je viens avec vous. Je me dis, non, bah si. Ouais, vas-y papa, vas-y, c'est parti, on y va, go. Donc là, en fait, on tous montent gentiment, on loue 2 4x4, on achète les billets d'avion, on fait affréter nos motos par camion. Ouais. Et on arrive là-bas. Donc là, on est au mois de février, fin février, coronavirus, c'était encore chinois, mais nos amis politiciens, pas de danger, vous inquiétez pas, il y a aucune raison que ça arrive chez nous, les masques ne servent à rien à ce moment-là. Donc on part, les avions, enfin à l'époque c'était insouciance, quoi. Insouciance totale, c'était la vie d'avant. Donc on part là-bas et ouais, dès le premier jour, là je vous laisse aller voir l'épisode, hein, il parle de lui-même parce que si je commence à parler de ça, c'est encore on repart pour une heure. Les images sont folles et les images sont folles, ouais. Donc voilà, et dans cet épisode-là, il y a une petite parenthèse sur les travaux de Morex House. Donc au retour de notre fameux voyage, eh bien, on apprend qu'on va avoir ce permis. On apprend qu'on va avoir ce permis, ouais. Mais il y a un petit mais encore. Coronavirus quand même, donc tout est ralenti. Confinement 2 jours après notre retour. Oui, donc, confinement complet, hein, c'est le premier confinement strict où on ne pouvait pas sortir de chez nous, quoi. Donc là, tout ralenti. Donc là, les administrations nous disent votre permis de construire, vous n'allez pas l'avoir encore, mais c'est dans les tuyaux. Le monde s'arrête complet. Donc là, on reprend encore un coup de pression, quoi, parce que là on sait pas si on va pouvoir continuer, et puis nous pendant le confinement on décide de se faire des attestations pour aller bosser, donc nous on continue les travaux, moi et Simon on continue les travaux tous les deux. Encore une fois investi quand même beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et... complètement, à un moment donné le temps ça devient de l'argent, et puis le fait encore de décaler tous les travaux, c'est à un moment donné c'est compliqué, quoi. Et donc là puis objectif d'ouvrir en juin, quoi, tu vois, on était là, on s'était mis des objectifs beaucoup trop courts, quoi. Ouais, on n'avait pas ça paraissait logique, peut-être aussi. Ça paraissait logique, mais après on avait aussi, parce qu'on a fait beaucoup de choses par nous-mêmes, notamment la terrasse qui est énorme là, et on avait sous-estimé les travaux, si tu veux. Donc on a pris beaucoup de retard. Ce qui est assez classique, hein, finalement. Ce qui est assez classique, ça se passe toujours comme ça, hein, j'ai envie de te dire. Et donc là, à un moment donné, on s'est dit, les artisans se sont proposés de venir continuer à faire les travaux, si tu veux, alors qu'on n'avait pas encore le permis. Tu vois, vous aviez converti au projet aussi, quoi. Je sais pas, mais même pour eux, si tu veux, ça leur faisait. C'est une période. Tout le monde avait besoin de travailler. Et ils étaient autorisés à venir. Donc mon père m'appelle, Simon, écoute, on prend une décision. Soit on continue les travaux en sachant qu'on n'a pas encore le permis, que. Le préfet, par exemple, pourrait nous dire non, Morex Custom, je veux pas que ça se monte. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a un petit risque que quelqu'un se plaigne et qu'on n'ait pas le permis. Ouais, potentiellement, les gens autour, s'ils savent ça, ils peuvent se plaindre et après, vous allez avoir des problèmes. Complètement. Et donc mon père m'appelle, me dit tu demandes à Kevin, tu demandes à Michel, on doit prendre une décision aujourd'hui, savoir si on fait les travaux ou pas.
bon, je pense que ça a été très rapide, unanime. Une fois de plus, ouais, on y va, au risque de tout perdre, mais on y va. Et finalement, ça a été. On a pris beaucoup de retard. On a voulu ouvrir après le projet en octobre. Et après, alors, durant les travaux, oui, comme tu dis, Kevin, on le voit sur l'épisode 3, mais il y a un vrai lien avec. On a une équipe de retraités en fait qui est venue nous aider, qui adhère et adore le projet, si tu veux. Des motards aussi à côté. Des motards, mais pas que, mais qui adhèrent quand même au projet, tu vois. Et c'était extraordinaire parce qu'on a passé 1 an quasiment à faire les travaux, presque 1 an, ouais. Et on a tissé des liens avec eux qui sont juste géniaux, quoi. Et donc, si tu veux, arrive le moment d'ouvrir au mois d'octobre, là. Et malheureusement, nouveau confinement. Ouais, parce qu'on communique sur la date d'Halloween pour Je m'en souviens très bien. ouvrir. C'est vrai ? Ouais. Putain. Je le suis. Et on était là, c'était pompe up. Alors on avait fait tout le recrutement des 11 personnes, on avait une équipe de fous, on avait un bar qui était en place, on avait notre shop qui ressemblait à quelque chose. Ça y est, moi mon rêve était là, quoi. On se regardait tous les deux avec Simon, on est la veille d'ouvrir, si tu veux, et putain, quand tu ouvres le matin ta porte, tu vois ça autour de toi. Alors, il y avait un slogan qui s'appelle, le slogan c'est Design It to Ride. Tu vois, ça résume un petit peu l'idée. Donc, quand je rentrais le matin, je me dis, ça y est, demain on ouvre. C'est ouf. Ça y est, ça fait 2 ans qu'on rêve de ça. Ça fait 6 ans que la marque existe. Là, ça y est, on va enfin s'exprimer, quoi. Tu vois. Et puis, on avait plein de choses en tête. Jour de l'an, faire venir des DJ, faire des expos d'artistes, de photographes et tout. On voulait vraiment amener une vraie vibe au truc et voilà, jour de Halloween. Et je sais plus qui c'est Castex à l'époque. Ouais, bon, Edouard Philippe. J'avoue que je sais même plus trop. J'en ai aucune idée. Tout ce que je retiens, c'est Ils nous ont dit stop, les restaurants, les bars, vous fermez. La boutique, pareil, on n'a pas pu l'ouvrir. Enfin, si, on l'a ouvert en novembre. Au Black Friday. Ouais, au Black Friday. On n'a même pas ouvert parce que, en fait, si tu veux, et on a été hyper contents, c'est que au Black Friday, on a fait de la communication pour le site internet et on s'est fait éclater. Franchement, trop bien, quoi. Plein de commandes et tout. Donc, ça faisait plaisir à voir parce que 1 an de travaux, Il y a une espèce de solidarité aussi autour du projet parce que les gens voulaient vraiment qu'ils sortent. Ouais, complètement. Et puis on a vu que les gens adhéraient même à la collection, si tu veux, parce qu'on n'avait pas encore proposé vraiment cette collection aux clients. Et puis ça a cartonné. On a fait un super mois de décembre. On a pu ouvrir la boutique là le 20, juste après le Black Friday. Finalement. Ouais, le 4 décembre, ils nous ont laissé ouvrir. Donc, si tu veux, le shop coupé en 2, la partie restauration et bar fermé et la partie shop. Donc, c'est quand même, on va dire, 3 quarts restauration bar et un tiers shop. Donc, c'est un peu plus petit, mais on a pu accueillir en respectant les consignes sanitaires. Si tu veux, on a pu ouvrir notre shop et faire découvrir notre univers à des centaines de personnes qui sont passées et on a vu que ça prenait vraiment bien, qu'il y avait un vrai élan, que les critiques étaient bonnes en permanence. Donc ça nous a fait un bien fou. Moral, ouais, complètement. Ouais. Et parce que la période était compliquée. À vous et à vos équipes, parce que vous avez réussi à créer une équipe tout autour du projet qui vous a même aidé dans les travaux, je crois, qui était ultra solidaire et qui a adhéré complètement au projet. Complètement. En fait, on a recruté, donc si tu veux, pour ce projet, vu que avec Kevin, on a projet de développer la marque, d'abord nationale, internationale si on peut, faut rêver toujours. Et on se devait de trouver une personne clé qui était le manager en fait de Morex House Rennes, parce que nous quand on sera parti ou si on veut en monter un autre, on doit avoir quelqu'un de confiance. Donc on a recruté Louis qui est venu tout droit de Bordeaux, qui a l'esprit Morex, pareil, qui a voyagé en Australie, qui a customisé sa bécane, il a montré des photos d'ailleurs. Ouais, d'accord, ok, tu vois, qui est tatoué, qui a du style, etc. Donc Louis est venu, on l'a recruté au mois de mai, je crois, Louis, et il est venu nous aider sur les travaux, à faire la terrasse, etc. On a aussi recruté en même temps le chef cuisine, parce que Kevin et moi, on s'y connaît absolument pas en restauration. Et donc on a recruté Kevin, notre chef, qui a voyagé partout dans le monde, Il était chef sur un bateau de croisière, donc en fait ça fait 10 ans qu'il voyage aux 4 coins du monde. Et quand on lui a proposé ce projet-là et d'être tous les matins avec nous à Rennes, il a pas hésité, il nous a dit tout de suite oui. Donc nous on s'est retrouvés un peu genre putain mais
Pourquoi? Enfin, ouais, c'est Parce qu'il a compris la vibe qu'il y avait derrière Bah le projet voilà. et il a adhéré encore une fois. Alors, Donc, la petite parenthèse, quand même, je pense qu'on peut en parler, c'est que Kevin est quand même meilleur en cuisine qu'à monter des canapés. Parce que là, on est sur un canapé que Kevin a monté, il est à l'envers. Voilà. Ouais, les deux ou pas? Bah, tous en fait. oui, Sur tous, 4 pieds, il y en a 2 qui vont à l'avant, 2 qui vont à l'arrière. Je pense qu'il a inversé un peu tout, donc ils sont tous bancals les trucs. 3 canapés, il y en a pas un de bien. Mais, Bon, c'est pas grave. Par Non. contre, voilà, il nous fait. Et chacun son talent. Hein. On peut Ouais, pas- Ouais, depuis peu, on fait du emporter. D'ailleurs, là, je le vois, il est très en bons retours. cuisine là parce qu'on est en train de lancer les repas de ce midi et ça a l'air. Il se comporte plutôt pas trop mal. Ça va, c'est mieux quand même. Mais ouais, donc dans la petite histoire, c'était marrant parce que Louis, qui est arrivé donc avec nous au mois de mai, on faisait le recrutement ensemble des 11 personnes et chef. Kevin, pareil, lui avait envie de nous filer un petit coup de main, mais il avait jamais tenu une perceuse de sa vie. Mais voilà, mais il avait le. On a rigolé. Ouais, il avait. Enfin, on a des centaines de vidéos où il est en train de tourner la pelouse, c'est une cata, où il est en train de. Si vous en avez quelques-unes, ce sera drôle à mettre. Ah bah oui, on va t'en donner une qui il est y en a. assez sympa là, je pense, à l'arbre là-bas. Et si tu veux, bah voilà, toujours partant d'une bonne intention, bah tous les matins il était là avec nous, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid. Il nous a aidés comme il pouvait. Et franchement, on remercie ces deux personnes, bien sûr, qui On les salue parce qu'ils sont juste Ouais, à côté. mais Ils écouteront sûrement l'épisode. Exactement. J'étais en train d'hésiter à dire personnes ou amis parce qu'aujourd'hui, Bah oui, non, mais aujourd'hui, moi, je les considère comme des amis parce qu'avec ce qu'on a traversé, ce qu'on traverse encore, si tu veux, ça sert les liens, quoi. C'est ce qui fait que vous avez une équipe ultra soudée aussi. Hein. complètement. Ouais, complètement. Où en est le projet maintenant? Donc là, il y a le contexte encore actuel qui fait que vous n'avez pas pu ouvrir complètement, mais vous vendez donc la nourriture à emporter. Complètement, ouais, on fait du emporter. Avec une carte assez restreinte, on propose 4 burgers, 3 pokéballs et une tartine avocado saumon. Avec des desserts, un Avec peu des de petits boissons, desserts, ouais, mais voilà, c'est vrai que... complètement. Cette fameuse glace d'ailleurs que tu m'as fait découvrir là. Oui, alors le açaï, non, il est pas encore. Alors toi, Ah, tu as eu l'exclu, ouais, Oh parce la que vache. c'est un produit qui me tient à cœur. C'est un peu l'idée du projet, c'est de ramener des choses qui nous tiennent à cœur à tous. Et ce produit-là, le açaï, pour moi, est un produit qui me tient à cœur parce que ça vient de ma fiancée Lainara, qui est brésilienne et qui m'a fait découvrir ce produit-là au Brésil, à Rio. Donc on a réussi à importer ce produit bio chez nous. On en est très fiers, mais il n'est pas encore Il est pas encore disponible. Il va falloir attendre un petit que peu, ça ouais. ouvre parce que c'est une gestion très particulière en vente à emporter. Cet été, il sera possible d'y goûter, tu penses? Inch'Allah. Inch'Allah. Complètement, j'espère. Ouais, donc où en est un peu le projet et quels sont un peu vos projets pour la suite? Enfin, si on met ce contexte de côté, bien entendu, j'espère que vous allez pouvoir ouvrir le plus rapidement possible. Bah écoute, le projet, il nous reste que deux, trois finitions à réaliser au niveau des travaux. Notamment, on veut mettre un plafond de verdure pour rappeler un petit peu le côté balinais. Tu vois, on s'inspire vraiment de notre expérience pour monter Même au niveau cette du house. décor, ouais. C'est Complètement. votre histoire de vie qui est dans ce... Ah, c'est notre histoire de vie. On va mettre juste derrière toi, il y a un mur tout blanc, ça va être un mur de cadres, rempli de cadres sur du contenu Morex, tout simplement. Notre contenu avec les photographes qui viennent avec nous et on veut ramener des images, alors pas forcément de nous, hein, non, loin de là, c'est des paysages, c'est des vagues, c'est des endroits. L'état d'esprit en fait. Morex, c'est pas les Morel ou Simon ou Bouvier, on n'est pas en train de... c'est pas nous qu'on montre, en fait, c'est un lifestyle que beaucoup de gens peuvent s'identifier, en fait. Il y a un côté compétition, certes, mais avant tout, c'est le freeride et le côté freedom. Et je pense que c'est le mot qui résume un petit peu la Morex House. C'est aussi l'aventure, si tu veux. Donc, à tout point de vue, les gens peuvent se retrouver chez nous. Certains vont peut-être plus adhérer au côté voyage, d'autres peut-être plus au côté moto, peut-être d'autres au surf. Non, mais complètement. Ça peut être les trois. Ou à la musique, tu ou à vois. la musique. Quand on Ou à la va musique, faire des événements, ça peut être la musique aussi. Et mode. Bien sûr. Oui, bah oui, sans oublier la mode. C'est vrai. Et donc, complètement. alors maintenant, on a pour projet, déjà d'ouvrir cet espace. Et puis, donc avec Kevin, on souhaite développer la marque au niveau national et on aimerait monter d'ici, je sais pas, 2-3 ans, on va voir comment ça se passe ici, un nouveau Morex House dans le sud-ouest, sur Hossegor ou Bordeaux, on va voir. Ça c'est notre côté qu'on a toujours eu tous les deux, d'être rêveurs et d'être ambitieux.
Et surtout le sud-ouest, une fois de plus, c'est symbolique pour nous. Et puis, vivre entre Rennes et le sud-ouest, voilà, c'est un petit peu un rêve aussi. Donc, et en parallèle de tout ça, c'est toujours faire des voyages, ramener du contenu à des gens, partager ici. Et nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est faire certaines collabs avec des sportifs, avec des artistes, les faire venir ici, les faire découvrir ce lieu et que eux aussi racontent leur histoire en fait chez nous. Et qu'il y ait un échange en fait. Qu'il y ait un échange. Ça, c'est une fois de plus, c'est pas que nous, c'est vraiment partager, parce que on touche beaucoup de monde quand on parle de surf, de moto, de mode, de musique. Et je pense que tous ces gens-là, on a tous la même vibe, mais on sait pas où se retrouver, quoi. C'est clair. Du moins à Rennes, voilà, on sait pas trop. Je pense que c'est un problème sur plein d'autres villes, hein. Il y a pas qu'à Rennes. Hein. Grave. Non, complet. Là, on a la chance d'être en plus à l'extérieur un petit peu de Rennes, donc on a la place pour s'exprimer, on n'embête personne, pas de voisinage. On a cette facilité à pouvoir s'exprimer qu'on peut pas avoir dans les centres-villes et ouais, on est content de ce projet grâce à tous ces points forts. Vous parlez d'artistes et de peut-être d'autres connexions qui pourraient se faire. Vous avez déjà des idées en tête de personnes qui vous intéressent? C'est secret défense sur les gros DJ, mais je dirais Tale of Us, mais on va pas le dire. Je plaisante. Non, si un jour l'avenir nous le permet, ce serait de faire venir. Alors c'est coûteux, hein, mais tu parlais de Salomon. Non, Après ça, une fois de plus, c'est des rêves. Ouais, mais ça commence par là. Hein. Ça commence par là. On a ce rêve-là qui a déjà été réalisé, donc on continue, quoi. Ouais, on est très techno, très house, très minimal. Cela dit, on est ouvert. On est très ouvert, puisque tu sais, il y a aussi Michel, même moi, qui est assez rock. Ouais, justement, j'en viens en disant on est très ouvert là-dessus parce que toi, tu es un grand danseur de rock. Ah oui. Ouais, très très bon. On a Michel qui est notre associé sur ce projet-là, qui est un peu plus vieux que nous aussi, et qui est à ce côté-là. Moi, je suis très ouvert, hein, jazz, oui, bien sûr, rock. Bossa Nova aussi avec ma fiancée, donc si tu veux on aura des soirées à thème et ça va être très très éclectique et pas que branché techno. Et quand je suis arrivé ce matin, c'était pas du tout de la minimale. Hein. Non, on était sur des reggae, mais ça c'est parce que c'est le chef qui arrive à 6h du matin et qui met le son à fond là-dedans et non, voilà. Mais en tout cas, je pense que pour les Rennais et même les gens qui seront de passage à Rennes, ça sera un haut lieu de fête dès que ça sera possible de le faire. En fait, on veut que ce soit un passage, même pour les surfeurs ou moutards, obligatoire presque. On se dit, si on va en Bretagne, il faut qu'on arrive à aller voir Morex. C'est le pèlerinage. C'est ça le pèlerinage. Je pense à la Mecque, tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et comme quand tu vas à Bali, aujourd'hui. Tu t'arrêtes chez J'ai trop envie d'aller à Bali maintenant avec tout ça. Tu es obligé de t'arrêter au Temple, ouais. Bah ouais, Temple, t'es obligé. Donc tu vois, l'idée, ça serait. Alors, je suis pas en train de copier-coller ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. On le fait avec nos ambitions et notre façon de s'exprimer, mais quand on a monté ce projet-là aussi, ce qui était vraiment important pour nous, c'était l'acoustique dans le. C'était sûrement une de tes questions, non ? Non, mais je sais que ça te tient à cœur. Parce que justement, tu l'expliquais, c'est que tu fais de la musique. Ouais, je fais un peu de musique, même titre que de la moto, comme amateur. Et si tu veux, moi, le premier truc dans un bâtiment comme ça, j'ai regardé, c'était les plafonds, les hauteurs sous plafond, la résonance et les matériaux qu'on allait utiliser pour que ce soit agréable quand il y ait beaucoup de monde, que ça résonne pas. Et pour les artistes qui vont venir jouer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un lieu qui a un acoustique de merde. Donc on a d'abord parlé ça avant de parler couleur des murs. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Enfin, on peut en être fier parce que clairement, l'acoustique est folle. On le fera pas tester pendant ce podcast parce que vous allez avoir les oreilles qui vont un peu exploser, mais ça va rien rendre. Mais ouais, c'est incroyable. Ouais, donc dès qu'on met un petit peu de son, c'est très rond, ça casse pas les oreilles. On va pas faire la marque pour APG, mais voilà, on a mis du matériel de pro là-dedans pour le bien-être de nos clients, des oreilles des clients. Exactement. Des oreilles, ouais. Mais c'est important. C'est méga important parce que si t'es pas bien dans un endroit, tu reviens pas. Et l'idée c'est que les gens viennent régulièrement, et c'est une house c'est d'où le nom house. De se sentir à la maison. Ouais, se sentir à la maison, c'est important. Tu vois, les canapés. Sur des canapés mal montés, mais ça, on se sent quand même à la maison. Ça arrive tout le temps. Ça. Bah oui. Donc voilà. Les gars, je pense qu'on pourrait parler encore pendant des heures. Pour finir un peu cet épisode, ce premier épisode d'une série, parce qu'il y en aura sûrement 3 qui vont être faits sur tout ce projet, cette famille qui est autour. Quand je dis famille, c'est au sens large. Est-ce que vous avez un peu des rêves à titre perso, peut-être, d'auto ou de moto,
que ce soit des compètes ou même acheter une bagnole. Je sais que tous les deux, vous avez 2 Wrangler, donc Jeep Wrangler. Oui. On en parlait tout à l'heure avec Simon. Tu veux encore un peu le préparer. Ils sont super cool d'ailleurs. 2 Wrangler noirs. Est-ce que vous avez d'autres projets de moto, auto? Bah vas-y Kevin d'abord. Non, je t'en prie, vas-y. Je réfléchis pendant ce temps-là. Oui, j'en ai plein. Bah écoute, moi c'est vrai que je vois ton Harley Kevin qui me fait rêver quand même. Tu vois, ça c'est un jour, si je peux avoir une moto similaire, je serais vraiment heureux. Et ouais, les voitures, écoute, moi je suis très voiture américaine, ancienne américaine, mais comme toi Kevin, d'ailleurs on s'est acheté une Camaro tous les deux de 68 qu'on a revendu. On se serait allé dans cet esprit-là, ouais, me racheter une voiture américaine style Camaro, enfin, voir quoi. Ce sera le petit cadeau. Ce sera le petit cadeau pour l'instant, j'y pense pas trop. Tournera. Mais tu sais, je pense aux voitures américaines, mais je pense même aussi aux Méhari, tu vois. Je pense aux Méhari dans le sud-ouest, etc. avec les planches de surf. L'esprit plage encore. L'esprit plage, ouais. c'est kiffé. Ou alors la Californie, tu vois. Mais d'ailleurs, ton Wrangler, enfin votre Wrangler, parce que je sais pas si le tien c'est pareil, mais tu m'expliquais tout à l'heure qu'il était découvrable. Était exactement dans cet esprit-là, hein, par rapport à une Méhari. Bon, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus haut, forcément. Ouais, complètement. C'est-à-dire que sur notre Jeep, là, on peut enlever les portes, le toit, etc. Et on a prévu de l'équiper avec une tente de toit. Pour partir Portugal, voyager, surfer, vraiment partir à l'aventure quoi. Et le Jeep c'est le véhicule adapté. Je mettrai des photos pour les gens pour qu'ils voient un peu les 2 monstres. Et toi Kevin? Et moi j'en ai plein des projets, des rêves, j'en ai des centaines. Donc pour la faire courte, avec Morex, ce serait déjà de tourner le prochain épisode 4 au Mentawai en immersion totale sur un voilier avec. Où ça tu disais? En Indonésie. Et en fait, l'idée, ça serait voilà d'être avec nous sur le bateau, donc nous 4 plus quelques surfeurs, des amis, et voilà de nous voir au quotidien pêcher, se nourrir, d'aller sur les spots de surf, d'avoir un petit peu tous les problèmes de voyager en bateau pendant quelques semaines. Donc ça, c'est un projet qu'on travaille pour la marque. Après, moi perso, j'adore partir en voyage avec ma fiancée et on va régulièrement au Portugal avec ce fameux Wrangler et une tente de toit et les longboards. Et le truc, c'est vraiment purement plaisir, un peu décrocher de ça et de voyager. Ramener du contenu ou pas du tout, mais c'est plutôt des souvenirs. Et voilà, donc ça, voyager en 4x4 avec ma fiancée, ça, c'est toujours des trucs basiques que je kiffe. Et après, au niveau sportif, oui, j'ai un rêve qui va pas vous étonner parce qu'on parle du Dakar depuis toujours. Donc ouais, le Dakar, c'est un de mes plus grand rêve. J'y ai eu accès en 2014 en tant que copilote. J'y ai accès en tant que mécanicien sur plusieurs rallyes. Là, l'idée clairement, ça serait de faire le Dakar. Je peux pas te dire si ce sera en moto ou si ce sera en voiture. Idéalement, ça serait plutôt en moto ou toi, comment tu visualises la chose? Moi, si je suis tout seul à choisir, je dirais la moto. Le truc, c'est que c'est devenu tellement dangereux, ça va tellement vite et j'en vois tellement qui se font mal, pour pas dire se tuent. J'ai notamment mon père qui s'est blessé de nombreuses fois en le faisant, qui lui m'interdit total de le faire en moto, mais bon, il y a un moment où voilà, il est mal placé pour t'interdire, dans sachant qu'il l'a fait combien de fois? 30. Ouais, il a fait 28 en moto. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais non, ouais, complet. Donc, si tu veux, non, il peut pas, il est mal placé pour me dire. Moi, j'ai ma maman qui est là. Après, bah voilà, c'est sûr que c'est ça, faut le faire quand t'es mûr dans ta tête. Un Dakar, faut le faire quand t'es mûr. Je pense l'être, mais aujourd'hui, c'est pas le moment. On a tous la conjoncture qui fait que c'est un peu difficile. On a ce projet Morex qu'on veut amener à bien. Une fois que ce sera sain, tout ça, je pourrais me lancer là-dedans parce que c'est une grosse préparation. Mais après, voilà. Moto, voiture, on verra. Voiture, ce sera avec un Optimus, un buggy de chez MD Rally Sport. Je fais la pub. Ça sera un autre épisode. Voilà, donc ça, c'est une grosse partie de ma vie aussi, le rallye raid et le développement de cette voiture. Mais c'est vrai que Johan, mon petit frère, t'en parlera beaucoup mieux que moi là-dessus. Donc voilà, beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Mais celui que j'ai en tête dans l'immédiat, c'est ça, quoi. Si je peux dire, en attendant le Dakar, t'as re-signé avec nous pour une saison de sable peut-être l'année prochaine. Complète. Ah bon, c'est vrai, oui, pour refaire un Touquet, ouais. Pour refaire un Touquet, on va, si l'avenir nous le permet, quoi. Enfin, et normalement, on refait une saison complète. Donc, si je résume bien, c'est développement de Morex Custom House,
Et côté sportif, le Touquet, en tout cas dans un premier temps, quoi. Avec des voyages. Alors c'est mettre Avec en des voyages. mettre Si en c'est place, possible, tout ça, bien mettre en sûr. place la house correctement, et c'est le développement de la marque Morex à l'étranger, et pourquoi pas ouvrir une deuxième house si ça nous permet. Ouais, c'est ça. Mais après compétition, c'est vrai que Simon, refaire un petit Touquet pour toi, ce serait top. Mais je suis sûr qu'au fond de toi, il y a une petite partie Dakar qui commence à C'est ta faute, ça. qui commence à naître en toi. Et vous engrainer sur vos projets, c'est cool. Et, Ah bah Et, oui, toujours. et si on refait un podcast dans 5 ans, je pense que tu auras un discours un peu différent. Mais je sais pas pourquoi je le sens Je gros. serai dans un Optimus. Il aura déjà son casque. Ouais, il aura déjà son casque. Non, mais c'est des rêves, mais c'est des rêves qui nous font vivre. Et puis voilà, si j'avais un petit conseil à donner à tous les gens qui nous écoutent, c'est d'aller vivre leurs rêves et d'aller jusqu'au bout et de rien lâcher, parce que ça paye toujours. Et de croire en soi, c'est la meilleure des choses. Meilleur parce des que, paris, c'est sûr. Bah ouais, donc croire en nous. Venez à Morex Custom House dès que ce sera possible, ou en tout cas, venez supporter Dès le projet. maintenant, c'est ouvert. On est là C'est vrai que c'est de mardi à samedi. On sera là pour vous accueillir. On peut pas vous payer de bière sur le comptoir, mais vous allez pouvoir au moins repartir avec quelques échanges, et C'est pourquoi ça. pas Il y a un petit truc à manger. Découvrir un la petit truc à boutique. manger, et un t-shirt de la marque Morex. On espère Peut-être que ça fera rêver certaines personnes, et ça les poussera à se lancer justement dans, Mais on espère. dans ce on espère. qui les fait kiffer. Ouais, et venir avec nous à nos côtés, et de nous retrouver régulièrement soit sur des terrains de motocross, soit sur le Dakar, ou alors en Sur des spots de festival, spot de surf, ou tout simplement pour discuter devant une bière quand ce sera ouvert. Ouais. En tout cas, les gars, merci beaucoup. C'était top de toi. Et merci à toi. Merci Yann. C'était génial. Et puis, à très bientôt. À très Marche. bientôt. Allez, merci. Merci. À bientôt. À plus, les gars. Ciao. Salut, bye. J'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, je décide de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Julien Terra qui écrit « Impossible de passer à côté du podcast de Yann si vous vous intéressez à l'automobile. En fermant les yeux, on se retrouve dans le salon, ou plutôt dans le garage, avec Yann et son invité. Le ton est posé et la réalisation très professionnelle. Les invités sont aussi divers qu'intéressants. C'est divertissant, enrichissant et même inspirant. Le plus dur, attendre le prochain épisode, bien sûr. » Merci beaucoup, Julien, ça me touche énormément. Je vois que tu es un peu poète aussi. Non, mais juste merci pour le soutien que vous me témoignez tous les jours. Et même le week-end, j'ai l'impression que vous prenez jamais de pause, donc c'est assez impressionnant. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.